Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous fais arriver progressivement. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un atelier dédié à la fatigue, au stress et aux émotions. On est bien dans le thème de cette saison et de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, j'espère que la conférence vous plaira. Donc, déjà, je vais vous laisser vous installer confortablement, prendre votre temps pour arriver. L'idéal, effectivement, c'est toujours bien si vous pouvez vous poser dans un espace un petit peu cocooning, bien-être, parce que ce dont on va parler ce soir, ça peut quand même vous servir et l'idée, c'est quand même voilà de faire une petite pause dans le quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous installer confortablement sur une chaise, sur votre canapé, là où vous êtes si vous êtes en voiture, à venir sentir aussi les supports sur lesquels vous êtes, hein, venir sentir la texture du canapé, de la chaise, etc., pour vraiment venir vous ancrer et faire en sorte que voilà, on commence progressivement dans le calme, la tranquillité et que vous sentiez, on va dire, dans un espace sécuritaire. Également, on va être ensemble pendant une bonne heure et demie, 2 heures. Je pense une heure 45, je vise. Donc, n'hésitez pas à prendre aussi à boire, à vous faire une petite tisane, petite infusion, pourquoi pas un verre de vin, voilà, enfin, vous mettre en tout cas confortable. Et donc, on va démarrer progressivement. Alors, je vais commencer par me présenter si jamais il y a des personnes qui ne me connaissent pas. J'ai vu que dans les inscrits, certains, on se connaît bien et d'autres, je ne sais absolument pas qui vous êtes. Donc, on va faire les présentations. Donc, je m'appelle Marina, j'ai 30 ans, j'habite à Madrid et comme vous le voyez sur la photo, je travaille beaucoup avec les fleurs de bac depuis déjà 4 ans. Je suis donc conseillère en fleurs de bac, en phytoaromathérapie et j'ai vraiment une spécialisation sur, on va dire, le système nerveux et je continue de me former petit à petit. Et donc, du coup, ça, le système nerveux, ça englobe effectivement le stress, les réactions de stress, les troubles du sommeil, tout ce qui va être déprime, dépression. Voilà, donc c'est un petit peu mon terrain de jeu et je le fais de manière différente. Je le fais en séance individuelle. Je le fais dans un programme qui est vraiment dédié à la régulation du stress. Qui s'appelle le Club Retour au Calme et que je vous présenterai notamment ce soir puisque je relance là les inscriptions. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Et je le fais aussi via la rédaction d'articles, de newsletters, de chroniques. Je vois que Richard nous a mis son petit stylo rouge. Je ne sais pas comment on enlève ça, mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça fait de l'animation. Donc, voilà un petit peu qui je suis et ce que je fais. Alors, déjà, ce qui peut être bien, mais j'aime bien commencer chaque atelier que je fais par ce type de question, en fait, de 1 à 10. Comment est-ce que tu évalues ton stress ces derniers jours? Est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas du tout stressé ou au contraire, est-ce que tu sens que là, c'est vraiment assez intense? En sachant qu'il y a le mot stress qui veut des fois dire différentes réalités selon les personnes. Et puis après, il peut y avoir des manifestations différentes autour du stress. Par exemple, la fatigue. Alors, il y a plein de causes possibles à la fatigue, mais il peut y avoir un élément stressant. Ça peut être aussi, au niveau émotionnel, je me rends compte que ça va pas trop et je l'associe à du stress, par exemple. Donc, vous pouvez, je l'ai pas dit, mais ça peut être bien d'avoir un petit carnet avec vous et de vous dire à vous-même de combien est-ce que enfin, à combien vous estimez être. Et également, si vous voulez le mettre dans le chat, n'hésitez pas parce qu'il y en a un. Et je vais voir si on peut éventuellement enlever les petites traces, mais je sais pas comment on fait. Dessiner, gomme. Ah voilà, on doit pouvoir enlever ça. Voilà, j'enlève les petites traces rouges. Tac. Hop, allez, et ben on va continuer du coup. En attendant, ça vous a fait le temps de réfléchir à cette question. Et ensuite, une autre question que je vous reposerai à la fin de cette soirée, c'est de 1 à 10, comment est-ce que tu évalues ta capacité à réguler ton stress? Est-ce que tu te sens aujourd'hui démuni ou au contraire, est-ce que tu te sens confiant, confiante? Parce que c'est une chose d'être stressé, angoissé, fatigué, avec des émotions qui remuent.
Euh, et c'en est une autre de se dire, OK, je pense que j'ai les éléments par mon quotidien ou par différents thérapeutes ou différentes lectures. Je sens que j'ai les moyens de gérer ça. Donc pareil, je vous laisse répondre de 1 à 10. Et si vous voulez mettre dans le chat, vous pouvez. Alors, si tu t'es inscrit, alors j'ai mis tout au féminin volontairement parce que la majorité sont des femmes, mais bon, si tu t'es inscrite, c'est probablement parce que tu sens que ton corps est fatigué, un peu rincé en ce moment. Probable. Pardon, justement, ça tombe bien. Probablement aussi que tu n'as pas échappé au virus de l'hiver. Je sais pas vous, moi j'ai été malade là il y a 2 semaines à peu près, et c'est vrai que je sens que enfin quoi, les corps étaient fatigués. Et je l'ai pas mal vu aussi en séance individuelle. Probablement aussi qu'il y a du stress, il y a peut-être une tendance à vite angoisser, à vite avoir des pensées un peu qui tournent en boucle dans la tête dès qu'il y a un petit élément déclencheur, dès qu'il y a une contrariété du quotidien. Et ce qui fait que du coup, la sphère probablement psychique au niveau des pensées, des émotions, elle est peut-être un petit peu complexe, elle est peut-être un peu perturbée en ce moment. Donc si c'est le cas, c'est tout à fait logique aussi pour plein de raisons dont on va parler ce soir. Donc pas de souci là-dessus. Mais probablement en tout cas que ce qui t'a donné envie de t'inscrire aussi, c'était de se dire, OK, si je peux arriver à choper deux, trois informations pour retrouver un peu en vitalité, en dynamisme et aborder la future arrivée du printemps avec un peu plus de peps, on y va. Et donc, effectivement, on va voir comment on va le faire ce soir. Moi, je vais vous inviter de toute façon, et ça va être vraiment l'idée phare, c'est de penser global, de penser holistique. Parce que tous les symptômes que vous avez peut-être en ce moment, ils sont forcément liés à plein d'autres choses et ils s'inscrivent en fait dans quelque chose d'holistique, de global. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est un corps physique, certes, mais on est aussi un corps émotionnel, on est aussi un corps mental, un corps spirituel. Et on est un corps qui vit dans une société et qui vit dans un monde qui est pareil, un petit peu perturbé, enfin pas qu'un peu, qui est perturbé en ce moment. On peut pas dire que si on allume la télé aux infos, ce soit des nouvelles très réjouissantes. Bon, vous me direz, ça date pas d'hier non plus, mais voilà. Et en fait, faut pas nier aussi le fait que ce qui se passe sociétalement, ce qui se passe à l'extérieur, et ben bien sûr, a une influence sur nous. Donc du coup, pensée globale, donc les 4 piliers, parce qu'on parlait effectivement de comment rebâtir des fondations saines, déjà c'est de s'intéresser à ce qui se passe dans la vie quotidienne, à quoi ressemble en fait votre vie aujourd'hui. Est-ce que c'est un quotidien très stressé, très intense? Si oui, dans quelle mesure on va pouvoir faire de l'espace? Et voilà, donc il y a vraiment, c'est le B à bas en fait, hein. C'est vraiment le pilier, c'est à quoi ça ressemble votre vie. Ensuite, on va aller sur le corps physique. On va voir les différentes problématiques liées au stress qui peuvent se présenter. On parlera évidemment de la vie émotionnelle. Et ensuite, donc le mindset en anglais, c'est vraiment, on va dire, l'état d'esprit, la manière dont on va réagir par rapport à ce qui se présente à nous en tant que stress ou que événements de la vie qui viennent nous contrarier. Alors, on va aborder le premier pilier qui va avoir pour objectif de faire de l'espace dans sa vie quotidienne. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, parfois, quand on va pas bien, on peut avoir la tendance de se dire, je vais directement chez le médecin parce qu'il va me donner un médicament ou je vais prendre une plante médicinale et ça va m'aider. Et c'est sûr que, par exemple, les plantes ou certains actifs de médicaments, etc., ça peut venir soutenir. Et enfin, la première, moi, je me soigne quasiment que avec de la phyto aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai que ça peut énormément aider, ça vient soulager, ça vient alléger un certain nombre de problématiques. Mais par contre, les plantes, elles ne combleront jamais à 100% entre guillemets, des mauvaises habitudes de vie. Ou c'est pas qu'elles soient mauvaises, c'est plutôt qu'elles soient pas très respectueuses de votre corps, de votre organisme, de votre fonctionnement. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on va dire 80% des gens, 90% des gens ont un quotidien qui est très stressant, qui est très intense, où il y a toujours beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et ce qui fait qu'en fait, on a peu de temps pour soi. On est peu connecté globalement à la nature, à part les personnes qui vivent vraiment, voilà, euh, en campagne, etc., ou au bord de la mer, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que la majorité des gens vivent en ville et ont un quotidien stressant, l'hiver, ce sont des personnes qui en général ne voient pas beaucoup
la lumière du soleil. Et donc, en fait, c'est sûr que toutes ces habitudes-là, c'est des choses en plus qui sont faciles, gratuites. Donc ça, c'est bien. Tout le monde peut le faire. Et pourtant, peu de gens le font. Et donc voilà, c'est vraiment je vous inviterai à réfléchir justement, ça peut être une première piste de réflexion pour vous, c'est est-ce qu'aujourd'hui dans mes habitudes de vie, dans ma manière de fonctionner, euh, j'ai l'impression que ça respecte bien mon organisme ou est-ce qu'au contraire, je me rends compte que j'y suis pas vraiment et que ça mériterait de prendre un peu plus soin de moi. Alors, on pourrait dire plein de choses là-dessus. Je pourrais vous faire 2 heures de conférence sur toutes les solutions, on va dire, gratuites et simples que vous pourriez mettre en place au quotidien. Là, en tout cas, j'en ai mis 6 qui sont quand même les plus importantes dans cette idée d'être son propre médecin et on va dire de s'autonomiser soi-même aussi par rapport à la régulation de la fatigue, du stress et des émotions. Parce qu'avant même de parler de plantes, avant même de s'intéresser enfin voilà, dans le détail, bah déjà, en fait, est-ce que ces 6 piliers, ils sont, enfin, comment, à quoi ils ressemblent dans la vie quotidienne? Déjà, un truc tout bête, c'est la manière dont tu te réveilles le matin. Je vais prendre cet exemple vous avez le réveil qui sonne à 7 heures du matin et en fait, ça vous réveille en sursaut. Vous étiez en plein rêve et directement, en fait, faut qu'à 7h45, donc dans 45 minutes, vous soyez parti. Donc c'est vite, 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 le réveil sonne. Je vais prendre la douche. Après, je m'habille. Je prends un petit déj ultra rapide avec un café et debout parce que j'ai pas trop le temps et je suis en train de préparer mon Tupperware pour à midi en même temps. Et bam, à 7h45, je cours pour prendre le métro. Je suis du coup, en fait, dès le matin, dans une situation de stress intense. En fait, dès le matin, je ne respecte pas mon corps d'un point de vue physiologique de ce qu'il aurait besoin. Donc ça, c'est pareil, ça peut être intéressant de réfléchir. Et encore une fois, je culpabilise vraiment personne en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui. Mais l'idée, c'est plutôt de se dire, OK, bon, si mon quotidien ressemble plus ou moins à ça les matins, comment est-ce que je peux peut-être rajouter un petit moment de douceur, une petite pique de tendresse envers moi-même. Donc, des exemples tout simples, ça peut être, je me lève 5 minutes plus tôt. Mais ces 5 minutes, en fait, je prends le temps juste de me lever, de me réveiller et je suis pas en mode pile électrique, vous savez, hop, je sors du lit. Donc, c'est juste 5 minutes. Ça va pas perturber plus que ça votre sommeil, mais ça peut être une idée comme ça. Ça peut être, je sais pas, moi, si vous aimez les huiles essentielles, les odeurs, pourquoi pas se dire, OK, je me lève et je prends 2 minutes pour prendre des grandes respirations, par exemple, avec une huile essentielle, je sais pas, moi, un conifère qui va vous réveiller, le sapin, le pin sylvestre, enfin voilà, une odeur que vous aimez bien. Ça peut être, tout simple, je m'étire. Tous les matins, je prends 5 minutes pour vraiment, je m'étire le corps, je fais des petits mouvements de réveil, etc. Et voilà, ça me fait du bien. Il y a d'autres personnes qui vont se dire, OK, moi, je me lève plutôt 30 minutes avant et je vais voir comment est-ce que je peux gérer mon quotidien et quand même arriver à l'heure en ayant, par exemple, 30 minutes pour moi le matin. Donc ça, vous voyez, c'est tout bête, c'est gratuit. J'ai pas forcément moi la solution toute faite pour vous parce que ça dépendra bien sûr d'une personne à l'autre et d'un quotidien à l'autre. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes quotidiens en fonction notamment, si vous avez des enfants, qu'il faut s'occuper des enfants le matin, c'est sûr qu'on n'a pas la même flexibilité que si on est à la retraite ou si on est, je sais pas moi, à son compte et qu'on travaille depuis la maison et que du coup on peut quand même bien moduler ses horaires. Également très important dans la gestion, dans tout ce qui va être fatigue, sommeil, stress, émotion, mais même santé globale, santé vraiment générale, holistique, c'est le temps que tu passes dehors. Euh, Quand j'entends dehors, c'est prendre le soleil, même s'il fait pas très beau. C'est vrai que l'hiver, notamment, on voit qu'il y a des personnes qui ne prennent quasiment pas le soleil. C'est le cas, si vous partez travailler, qu'il fait encore nuit, que vous arrivez et que vous travaillez dans un lieu qui est fermé et que vous ressortez le soir à 17h30 ou 18h, et c'est sûr que vous n'aurez pas trop pris le soleil. Donc certes, on a la vitamine D qui nous aide, mais en tout cas, c'est bien quand même de se dire, OK, je prends soin de moi aussi en m'exposant à la lumière du soleil. Au moins dans l'idéal, 30 minutes par jour, ou voilà, c'est cette idée de marcher aussi 30 minutes par jour, voilà.
Ensuite, ben, il y a la manière dont tu nourris ton corps, évidemment. L'alimentation, alors je suis pas du tout moi experte en nutrition, je suis même très nulle. Mais en tout cas, effectivement, il y a de plus en plus d'études hein, qui sont faites autour justement du microbiote intestinal. On parle beaucoup d'ailleurs dans certaines plantes aussi, il y a des plantes de l'axe intestin-cerveau, dont on parlera tout à l'heure. Donc c'est sûr qu'en fait, si votre ventre, le système digestif est perturbé, si entre guillemets le microbiote intestinal il est pas en très bonne santé, et ben en fait on sait aujourd'hui que au niveau physiologique, au niveau après également émotionnel, et ce qui va se passer dans votre tête, ça va pas forcément être très très sain. Donc voilà, du coup c'est important aussi le pilier alimentation dans la mesure du possible. Je vous parlais du temps qu'on passe dehors, mais il y a aussi ce point sur les mouvements que tu permets à ton corps de faire. Ça, c'est hyper important. On dit le mouvement, c'est la vie. Mais c'est sûr que l'idéal, hein, pour toute situation de fatigue, de stress, même si vous avez des maladies chroniques, des choses comme ça, allez juste mettre votre corps en mouvement, donc aller marcher, aller faire des activités douces physiques. Ça va vraiment aussi faire une différence au quotidien. Et d'autant plus, et ça c'est lié au fait de passer du temps dehors aussi, c'est qu'en fait, au niveau des hormones de stress et on va dire des hormones de sommeil, les deux sont interconnectés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le matin, quand vous vous levez, vous avez on va dire le cortisol, un pic de cortisol qui se met en route. Donc le cortisol, c'est une des hormones du stress. Et donc, du coup, en fait, c'est ce qui vous donne de l'énergie, c'est ce qui vous permet de vous mettre en action le matin, de vous lever. Sans cortisol, on ne se lève pas. Et c'est le cas, par exemple, d'une personne qui est en burn-out, où le taux de cortisol, il est complètement raplapla. Et donc, du coup, on n'arrive pas à se lever. Et donc, du coup, en fait, le cortisol, petit à petit, va laisser la place après à la mélatonine, qui va être la fameuse hormone du sommeil. Et en fait, les deux, comme ça, vont permettre de réguler le rythme circadien. Et en fait, au plus vous allez prendre la lumière du soleil, même s'il fait un temps pourri dehors, les rayons passent quand même. Et au plus vous allez mettre votre corps en mouvement aussi pendant la journée, et ben au plus en fait vous allez naturellement réguler ça. Et c'est par exemple dans les bases des problématiques de sommeil. On s'intéressera toujours. Moi, c'est toujours une question que je demande quand quelqu'un me dit je n'arrive pas à dormir ou j'ai des problèmes de sommeil. C'est bah, est-ce que tu vas dehors en journée et comment est-ce que tu bouges ton corps? Ensuite, les temps off, on aura l'occasion d'en parler, mais effectivement, dans un quotidien qui est souvent très effréné, très rempli, ben voilà, avoir des temps de respiration, des temps de méditation, des temps où vous ne faites rien. Ou alors, si vous regardez allez, une série, j'accepte que ça soit considéré comme rien. Mais même voilà des temps en fait où vous êtes vraiment tranquille en fait, c'est hyper important. Et sur la sieste, moi je sais que j'avais fait un stage de médecine chinoise il y a quelques temps et le prof disait, moi tous les jours, je fais 10 minutes de sieste après le repas. Et en fait, c'est vrai que c'était un prof qui avait, je crois, 70 ans et il en paraissait 55. Et donc en fait, il disait ça fait partie des piliers comme ça de santé. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai essayé de mettre ça en place aussi dans mon quotidien. Et la sieste, c'est quelque chose que je fais juste 10 minutes tous les jours. Alors, je m'endors pas vraiment, mais c'est juste, je m'allonge, je ferme les yeux 10 minutes dans l'après-midi. Et ça change vraiment beaucoup de choses sur, bah, à nouveau, la thématique du sommeil, de la fatigue. Ça repose profondément. Et puis, en fait, ça permet à votre cerveau d'avoir un vrai temps off. Parce que du coup, quand on est toujours dans plein de pensées, toujours dans plein de choses en action, bah, en fait, à quel moment on a de l'espace pour nous et puis aussi pour permettre au corps de se poser. Bah, en fait, du coup, on en a plus tant que ça. Donc voilà. Et de la même manière que je vous disais, attention à la manière dont vous vous réveillez le matin, bah, c'est pareil, la manière dont tu te couches le soir, c'est important. Notamment, alors après, il y a plein de débats sur les thématiques de stress et sommeil, sur les écrans, est-ce qu'on devrait ne pas regarder la télé, pas le téléphone, etc. Moi, j'y suis pas. Je peux pas dire que je sois pas favorable à ça. Ça dépend. Il faudrait le prendre au cas par cas. Mais en tout cas, effectivement, le fait de vous dire, waouh, je me couche le soir, mais est-ce que je peux pas avoir 5 minutes pour moi de m'apporter enfin, voilà, pareil en douceur. Donc ça peut être, je me fais un petit massage aux huiles essentielles. Je vais mettre, par exemple, vous avez des petits roll-on comme ça. Je m'en mets un petit peu comme ça, par exemple, et je viens
Respirer profondément pendant plusieurs minutes avant d'aller me coucher. Ça peut être, je me fais une petite lettre à moi-même, j'écris par exemple mes pensées du jour, et puis après quand je ferme le carnet, je me dis, ok, ben symboliquement, toutes les problématiques de stress, de fatigue, d'émotions intenses du quotidien, je referme dans ce carnet-là, parce que j'ai eu l'espace disponible pour écrire, eh bien, entre guillemets, mes lamentations du jour et ce qui a été compliqué pour moi. Et je referme et du coup, symboliquement, je m'ouvre à la prochaine étape qui va être de m'endormir. Donc voilà, faites-vous du bien le soir, c'est important. La lecture aussi, lire un livre inspirant avant d'aller vous coucher, ça peut aider. Voilà, donc c'est vraiment important d'avoir ce côté d'être son propre médecin, entre guillemets, et dans ce pilier quand même de la vie quotidienne. Et là, vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, c'est des choses qui prennent pas longtemps. Je parle de 10 minutes grand max, allez, 30 minutes pour si vous allez faire une petite marche dehors. Mais en fait, c'est des choses, vous voyez, qui sont toutes bêtes, gratuites, qui sont rapides à faire et qui, déjà, avant même de parler phyto, peuvent énormément vous aider. Alors, je vais vous proposer une petite pratique justement dans ce sens-là qui, vous allez voir, prend 2 minutes. Et donc, en fait, au niveau de l'oreille, de la conque de l'oreille, donc je vais vous montrer. La conque, c'est ici, en fait. C'est donc, vous pouvez mettre un premier doigt, je ne sais pas si vous voyez bien, ici un petit peu à l'intérieur et l'autre qui se situe derrière l'oreille. Et en fait, à ce niveau-là, en fait, il y a tout un tas de terminaisons nerveuses et il y a des terminaisons nerveuses qui sont directement reliées au système nerveux et aux nerfs vagues. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment un geste d'apaisement qui fait profondément du bien et qui prend 2 minutes à faire. Si vous avez des huiles essentielles avec vous à disposition pas loin et que vous avez envie de faire l'activité en plus, bah, vous pouvez. Vous pouvez prendre par exemple des huiles apaisantes hein, et qui sont pas dermocaustiques, c'est-à-dire qui vont pas vous brûler ou irriter la peau. Donc ça peut être la lavande, l'ylang-ylang, le petit grain, le néroli, camomille noble, enfin voilà, si vous avez. Et en fait, ça va rajouter encore une sensation de bien-être en plus. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment un petit massage de l'oreille que je vous propose de faire ensemble pendant 1 minute et qui peut faire énormément de bien. Et donc, enfin, je vous propose de pratiquer et puis vous allez me dire après ce que vous avez ressenti. Donc, c'est parti. Vous allez pouvoir, en fait, tirer doucement, on s'arrache pas l'oreille non plus, de l'avant vers l'arrière, comme ça. Et donc, on reste comme ça pendant 1 minute. Je vous propose de faire les petits exercices en direct. Je vais regarder le timing. Si ça vous donne envie de bailler, si ça génère des choses physiquement, ben faites, hein. S'il y a besoin de bailler, n'hésitez pas à bailler. Si vous voulez fermer les yeux aussi en faisant l'exercice, vous pouvez. On va pouvoir arrêter, ça fait à peu près 1 minute. Donc je vais ouais, je sens les effets perso. Si vous avez des retours particuliers, si ça vous a fait ressentir des choses précises, n'hésitez pas à le partager dans le chat, si vous avez envie, évidemment. Et puis, en fait, moi, la sensation que ça me fait, en tout cas, et on va le faire du coup, c'est de directement de me dire, ah ouais, ça me détend, ça m'apaise, ça renforce ma respiration, enfin, ça la rend plus profonde, et ça me donne envie de faire pareil de l'autre côté pour équilibrer. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais vous pouvez, si vous avez des boucles d'oreilles comme moi, vous pourriez éventuellement les enlever si c'est plus confortable. Et donc, on est reparti pour l'autre côté, côté gauche ou droite, selon comment vous avez commencé. Et donc, pareil, on va tirer doucement de l'avant vers l'arrière et on va secouer comme ça, entre guillemets, pendant une petite minute. J'essaie de vous montrer.
Hmm. Voilà. Normalement, ça fait à peu près 1 minute. Et donc, effectivement, donc ça se peut que vous ayez des sensations un peu bizarres, hein, donc n'hésitez pas à les partager si besoin. En principe, c'est vraiment un exercice hein, qui vient vraiment permettre de réguler le système nerveux, qui vient vraiment faire du bien et apporter une sensation un petit peu de détente, de légèreté, etc. Et donc, pareil, truc tout bête, mais le fait de faire cet exercice, de se dire, OK, bah, je prends, du coup, ça prend 2 minutes à faire, eh bien, l'avantage de faire ça, c'est que bah, déjà, vous prenez du temps pour vous, vous apportez de l'attention, vous vous apportez ben, de l'amour quelque part. Vous participez à réguler le système nerveux, donc ça c'est plutôt chouette. Et également en fait, pendant que vous vous concentrez ben, sur votre histoire là de tirer l'oreille, c'est vrai que ça va pas de soi, on fait pas ça tous les jours normalement. Et ben en fait, ça vous permet de vous concentrer aussi sur autre chose que la contrariété, que le problème identifié, que le stress, que la fatigue. Et donc en fait aussi ce genre d'exercice, vous pouvez les voir comme des petites bulles au quotidien pour se dire, OK, là, je me concentre sur ce que je suis pleinement en train de faire. Et le fait de se concentrer là-dessus fait qu'en fait, entre guillemets, vos problèmes, vous arrivez à prendre du recul dessus. Donc, je vous invite à faire, si ça vous a parlé, cet exercice, de le faire régulièrement, hein. Il n'y a pas de contre-indication. Donc, si vous avez envie de le faire, je sais pas moi, 4, 5 fois dans la journée, pourquoi pas. Et c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Et notamment, en fait, comme ça va participer à venir apaiser. Par exemple, les personnes qui ont des troubles digestifs qui est associés au stress, ça peut être une bonne idée de faire cet exercice avant un repas, avant et après, pourquoi pas. Comme ça, vous mettez entre guillemets votre corps dans des bonnes compositions pour bien digérer, pour que le repas se passe bien, et après pour avoir une bonne digestion. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit exercice et vous montrer que apprendre à réguler tout ça au quotidien, ça n'a pas à être si compliqué que ça et que déjà de manière gratuite, simple, en quelques minutes, on peut déjà mettre en place des petites choses. Associées bien sûr à la slide d'avant, voilà, avec pas mal de petits conseils. Également, alors on va pas trop s'apesantir dessus, mais ce qui est intéressant dans la vie quotidienne et dans les quotidiens assez stressants, assez voilà, émotionnellement intenses, notamment les personnes qui ont beaucoup de charge mentale, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Les gens qui disent par exemple, j'ai jamais de temps pour moi, j'ai jamais le temps de rien, tout le monde passe avant moi, etc. C'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent manquer de temps. Et d'ailleurs, c'est vraiment voilà l'expression qu'on va dire tout le temps. Et en fait, déjà juste énergétiquement, le fait de se dire tout le temps je manque de temps, j'ai pas le temps, bah en fait ça vous fait vous connecter au manque. Déjà, rien que ça. Et également, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, OK, est-ce que je peux pas changer de perspective par rapport à l'idée du temps que j'ai aujourd'hui pour moi? Parce qu'après tout, tout le monde a 24 heures dans une journée. Alors certes, certains ont plus ou moins des quotidiens remplis, mais il n'empêche que c'est quand même possible de trouver 2, 3 minutes par-ci, par-là pour moi. Donc, c'est une invitation en fait à peut-être à changer de perspective, à peut-être se rendre compte que à force de toujours dire qu'on manque de temps, bah c'est vraiment vrai, et que peut-être on pourrait aujourd'hui s'ouvrir à la perspective d'une abondance du temps, c'est-à-dire ça veut pas dire que d'un coup on arrête toutes nos activités et qu'on fait plus rien, mais c'est peut-être de voir comment est-ce que vous pourriez organiser les journées de manière différente. Comment est-ce que, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur un matin, sur le tunnel du matin très intense, vous pourriez pas, ne serait-ce que 5 minutes, avoir un temps pour vous qui vous permet de fluidifier en fait la gestion du timing et d'arriver dans une forme d'abondance, de se dire, OK, même si mon quotidien aujourd'hui est bien rempli et que du coup ça génère de la fatigue, j'arrive à dans la journée me mettre des petits moments, des petits temps pour moi. Et ça, c'est hyper précieux et surtout que c'est vraiment la politique des petits pas. C'est de se dire, j'y vais progressivement à mon rythme. Je dis pas que tout sera parfait, mais en tout cas, politique des petits pas. Je vois comment est-ce que je peux rentrer dans une forme d'abondance du temps. Et donc, du coup, il y a un exercice
que j'aime bien proposer. Et ça permet d'exemplarifier, en fait, enfin, de mettre en exemple ce que je veux dire à travers cette idée d'abondance. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir un quotidien qui soit plus léger, qui soit plus tranquille, etc. Sauf qu'en fait, on se remplit tout le temps de tâches à faire, de choses, etc. Et en général, c'est intéressant de regarder quelles sont tes vraies obligations versus quelles sont les choses que tu t'imposes parce qu'il faut bien que. Parce que tu comprends, je vais pas non plus faire ça comme ça ou parce que tu comprends, tatati tatata. Donc, c'est intéressant. En général, les vraies obligations sont toujours beaucoup plus minces que ce qu'on s'impose au quotidien. Et donc, du coup, à travers ça, il y a un exercice qui est pas mal, que j'ai déjà, je sais que certains l'ont déjà eu à faire dans ceux qui sont là aujourd'hui ou qui se sont inscrits. Euh, c'est en fait de se dire, OK, par rapport à la gestion du temps, par rapport à la vie quotidienne, et quand je me dis, OK, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de charge mentale, je suis fatiguée, j'ai jamais le temps, bah, c'est de prendre un jour, un week-end par exemple. Ce week-end, vous vous prenez, je sais pas moi, 20 minutes et vous listez toutes les tâches qui vous encombrent l'esprit, toutes les tâches que vous avez à faire. Donc vous faites votre petite liste et ça peut être bien de se demander pour chaque tâche ensuite, est-ce que c'est une vraie obligation ou est-ce que c'est quelque chose que je m'impose de faire? Enfin, quelle est la différence entre les deux? Je vous l'ai écrit juste en dessous. En fait, une manière de voir si tu t'imposes ce type de tâche-là, c'est de regarder le résultat et le timing. Est-ce que c'est vraiment grave si tu n'as pas fait cette tâche, cette mission d'ici, on va dire, l'heure suivante? Est-ce que c'est quelque chose qui peut attendre, oui ou non? Si ça peut attendre, ça veut probablement dire que tu es en train de t'imposer quelque chose. Et également, l'autre point, c'est l'idée de nuire à autrui. Est-ce que si je ne fais pas cette tâche-là, ça va nuire à quelqu'un d'autre? Ça va faire du mal à quelqu'un d'autre? Oui ou non? Je vous donne un exemple. Si vous avez des enfants, allez les chercher à l'école, on va dire, même si vous travaillez un peu tard, à la garderie à 18h, 18h30, c'est une obligation. C'est votre obligation en tant que parent de vous occuper de vos enfants et d'aller les chercher à l'école. On va pas se dire, ah ben non, j'ai la flemme, Marina a dit qu'il fallait se mettre dans une abondance du temps, donc du coup, je vais pas chercher mes enfants à l'école. Voyez bien que non, c'est une obligation parce que ça va nuire à vos enfants et puis au personnel de l'école si vous n'allez pas les chercher. Par contre, dans les choses qu'on peut s'imposer, il y a beaucoup de choses au sujet des tâches ménagères, au sujet de, par exemple, faire la vaisselle après chaque repas. Pour beaucoup de personnes, ça va comme une obligation parce que c'est quelque chose qui a été ancré, qu'on nous a appris et qu'effectivement, il y a ce verbatim de, bah, tu comprends, je vais pas vivre dans la saleté et je vais pas, enfin, il faut que je fasse la vaisselle. Et donc, du coup, ça, c'est plutôt quelque chose qu'on s'impose parce qu'effectivement, si par exemple le plat à tarte, parce que vous avez fait une quiche, n'est pas nettoyé dans les 45 minutes, a priori, personne ne va en mourir, c'est pas grave. Ça peut attendre. Donc, c'est quelque chose qu'on s'impose. Ça veut pas dire, je suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans la saleté ou qu'il faut vivre de manière n'importe comment. Ça veut juste dire de rentrer dans une forme d'abondance du temps. Et dans le quotidien, on va se rendre compte, et je vous invite à vraiment faire l'exercice, qu'en fait, il y a un moment pour tout. Et que parfois, bah, si vous rentrez du travail et que vous êtes lessivé, fatigué, et qu'en fait, ben là, votre rêve le plus profond, ça serait de faire une petite sieste de 10 minutes, fermer les yeux 10 minutes, et après de vous occuper du repas, et ben en fait, vous avez deux choix à ce moment-là. Soit vous vous dites, OK, j'écoute cette envie profonde et ce besoin intime que j'ai de prendre 10 minutes pour moi, je m'occuperai du repas après. Ou alors, vous allez avoir quelque chose de très mental qui va commencer à tourner en boucle et qui va dire, ah ben non, tu comprends, il faut bien que j'aille faire à manger, parce qu'après, ça va être l'heure de je sais pas quoi. Et donc, du coup, en fait, il faut que je me dépêche, il faut que je fasse ça maintenant. Et donc là, vous êtes en train de vous nuire à vous-même et de vous imposer quelque chose. Et vous êtes dans une logique de j'ai pas le temps, du coup, ça va me fatiguer. Du coup, ben, le fait de préparer à manger, je vais pas le faire dans de bonnes dispositions. Je vais le faire en ayant la flemme et en étant... c'est un peu saoulant de faire ça.
Alors que si vous aviez écouté votre petite voix intérieure et si vous étiez accordé ces 10 minutes de pause, probablement que le reste de la soirée se serait passé de manière différente. Voyez, en fait, c'est ça. Donc, il faut mettre un peu de nuance quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est sûr que je pense que ça va vous faire gagner du temps et ça va vous permettre, enfin, ça va vous faire gagner en baisse de la charge mentale, en fait, tout simplement, de fonctionner ainsi et de juste regarder un petit peu ce qui se passe entre ce que je suis en train de m'imposer et ce qui relève d'une vraie obligation, obligation parentale et obligation de prendre soin de vous nourrir, quoi. Voilà. Et donc ensuite, c'est de regarder de faire peut-être une troisième colonne par rapport à cette liste et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux mettre en place qui me permettrait d'alléger, de fluidifier mon organisation du quotidien et me faire sentir dans une abondance du temps où je me dis, OK, j'ai beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses à faire, mais malgré tout, j'arrive à trouver du temps pour moi. Et ça, on peut toujours, faites-moi confiance pour ça, on peut toujours arriver à organiser ça de manière un petit peu différente. Voilà, j'espère que c'est clair là-dessus. Et je voulais terminer cette première partie, ce premier pilier, avec cette idée c'est une citation d'un livre que j'aime beaucoup et d'une chercheuse sur le stress qui nous dit c'est pas la pression du temps qui est responsable de notre stress, c'est l'impression de perte de contrôle sur notre temps ou sur des relations, sur notre travail, etc. Et donc la sensation de perdre le contrôle si on ne fait pas ce qui était prévu sur la liste, sur la to-do list, c'est souvent ça le grand problème en fait. C'est pas la gestion du temps, c'est pas le temps en général le problème, c'est plutôt le fait que qu'est-ce qu'on risque de perdre en fait? Est-ce qu'il n'y a pas une perte de contrôle qui va se faire si d'un coup je commence un peu trop à m'écouter et à m'autoriser une sieste alors que j'avais décidé moi dans mon agenda qu'à 19h30 il fallait que le repas soit prêt par exemple. Voilà ce que j'avais à vous dire dessus. On va passer au pilier numéro 2 qui est vraiment, donc là on va rentrer un peu plus sur ce que c'est le stress, sur les remèdes, les protocoles. Je vous ai prévu des protocoles phyto qu'on pourrait adapter quand effectivement on a du stress, de la fatigue et tout un tas de petits désagréments physiques. Alors, on va faire un premier focus quand même parce que sur le stress, parce qu'effectivement vous n'êtes peut-être pas au même niveau de connaissance. Donc je vais faire comme si tout le monde découvrait un peu ce que c'était. Et donc en fait le stress au départ c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui est fait pour assurer notre survie sur Terre. C'est un signal qui est intérieur qui permet de s'adapter et de se protéger dès lors que on ressent une menace extérieure. Donc, si vous voulez, en fait, dès qu'il y a un sentiment de danger, le stress, à travers le système nerveux et tout un tas de réactions, tout ça va se mettre en rythme, en organisation, pour pouvoir tout simplement nous protéger et pour survivre. Donc, en fait, le stress, c'est une forme de réaction de survie. C'est ce qui nous a permis de survivre à l'époque de la préhistoire des mammouths, de ne pas se faire tuer. D'un point de vue qui est encore valable aujourd'hui, en fait, c'est le stress, c'est quand même lui qui nous permet de prendre les bonnes décisions, d'atteindre nos objectifs, parce que tout simplement, c'est ce qui nous permet de mobiliser le corps. Si on reprend l'exemple du mammouth, peut-être qu'à cette époque-là, il y avait deux choix. C'était, on voyait un mammouth, il fallait le tuer pour manger. Peut-être que le choix d'aller le tuer quand on était en groupe, en gros rassemblement, où on était 5-6 contre un mammouth, on se disait, OK, ça vaut le coup, je pense qu'on peut gagner. Peut-être par contre que si on rencontrait un mammouth tout seul, on se disait, tiens, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que je vais pas avoir des chances de me faire tuer? Et donc, en fait, en vérité, c'est en partie cette réaction de stress qui va définir ça et qui va nous faire prendre des bonnes décisions. Donc là, j'ai pris l'exemple du mammouth, mais c'est exactement valable pour tout dans notre vie quotidienne, dans les choix qu'on peut faire également. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? En fait, on parle souvent d'une forme d'axe qui s'appelle hypothalamus, hypophyse, glande surrénale. Donc c'est un peu compliqué, on va vraiment simplifier. On va imaginer que au niveau de tout part du cerveau en fait. Au niveau du cerveau, il y a l'amygdale cérébrale qui est très sensible, qui va percevoir un danger,
qui va se dire, OK, on alerte l'hypothalamus, qui pareil est dans le cerveau. Donc, l'hypothalamus va communiquer à l'hypophyse et va dire, alerte rouge. Va falloir que les glandes surrénales pardon, se mettent en action parce que là, il y a un danger qui est vraiment identifié. Il va falloir qu'on se mette en mode système nerveux sympathique, qui est vraiment le mode défense. On doit se défendre contre le danger. Donc, du coup, l'hypophyse dit, OK, j'ai bien compris, mon petit pote, je vais donner le signal aux surrénales de se mettre en action. Et donc, les glandes surrénales vont dire après, OK, message bien reçu au niveau du cerveau. On va sécréter, en l'occurrence, du cortisol et de l'adrénaline. On va sécréter des hormones de stress pour permettre au corps de se mettre en action. Donc, si on devait simplifier, c'est vraiment, il se passe des choses au niveau du cerveau, il se passe des choses au niveau des glandes surrénales. Donc, surrénales, elles sont au-dessus des reins, sur les reins. Et donc, du coup, ce sont elles qui sont chargées de sécréter des hormones du stress. Donc là, il y a un schéma que j'aime bien d'un livre que j'ai d'une BD qui est très bien faite sur le stress, qui explique vraiment les bases du stress, qui s'appelle Le stress est un long fleuve tranquille. Et donc, on voit bien que une fois que il y a eu ce mécanisme-là qui s'est mis en place en phase d'alerte, parce qu'il y a un danger, eh ben, c'est absolument fascinant ce qui se passe dans le corps. Et c'est pour ça que moi, je dis que le stress est positif. En fait, quand on regarde ça d'un point de vue un peu plus scientifique et pas juste, ouh là là, je stresse parce que là, j'ai une grosse réunion qui arrive ou parce que là, j'attends un examen médical qui me stresse. En fait, quand on regarde, tout est extrêmement bien fait pour nous permettre de survivre et pour nous permettre de nous protéger. Parce que du coup, vous allez avoir le rythme cardiaque et respiratoire qui vont augmenter. Vous allez avoir les muscles, les vaisseaux sanguins qui vont être mis sous tension, qui vont se contracter. Parce que ben, s'il faut se battre, s'il faut partir au combat, bah, faut bien qu'on ait de l'énergie et qu'on ait en fait tout qui soit mis en accord, en parfaite harmonie dans le corps pour nous permettre de faire ça. Et à l'inverse, il y a plusieurs systèmes qui sont mis au repos, notamment le système digestif et reproducteur. Parce que comme je dis, c'est ni le moment de manger, d'avoir faim, voilà, c'est ni le moment de préparer la digestion, ni le moment de se reproduire quand on est face à un danger. C'est ce qui explique d'ailleurs notamment pourquoi à terme, quand on a du stress chronique, eh bien, on est beaucoup plus sujet à des troubles digestifs et le stress est lié aussi malheureusement dans les problèmes de fertilité. C'est pas les seuls, enfin bien sûr, il y a plein d'autres causes pour ces deux points-là, mais le stress est quand même toujours un petit facteur commun. Donc en fait, pareil, vous avez les pupilles qui se dilatent. J'ai oublié de vous dire quand on est en stress comme ça. Et c'est voilà, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et vous voyez comment on peut changer aussi de rapport par rapport au stress et se dire, c'est vrai que c'est une machinerie qui est quand même bien faite au départ. Et donc ça, c'est assez connu. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Face au danger, il y a souvent trois choix possibles. Soit on va combattre parce qu'on va se sentir capable de combattre. Soit il y a une réaction de fuite, donc c'est-à-dire en gros je m'échappe en courant, je fais tout pour partir. Donc aujourd'hui c'est plus rare quand on va être amené à vraiment courir quand il y a un stress, mais ça peut être je vais essayer de tout faire pour quitter une conversation qui est dérangeante pour moi. Je vais ignorer par exemple un message pendant un certain temps, sur un message ou un mail professionnel. Voilà, donc on utilise d'autres manières de le faire que de courir, mais c'est cette idée-là de fuir. Ou soit il y a un figement, si notamment le danger perçu est beaucoup trop intense. En fait, ce qui est important de dire, c'est que ces réactions, elles sont autonomes. En fait, elles sont présentes avant même qu'on ait le temps de s'en rendre compte. Donc, on ne les contrôle pas, du moins pas au début. Donc, en fait, souvent, moi, j'entends des personnes qui, quand il y a des conflits, donc quand il y a du stress en lien avec la vie pro ou en lien avec des relations, et certaines personnes me disent, purée, j'ai pas su réagir ou j'aurais trop aimé dire ça, et en fait, je suis restée bloquée, figée. En fait, bah, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, c'est vrai que face à un danger identifié, c'est des réactions qui se font comme ça automatiquement. Et ça va être enfin, c'est le système nerveux qui le fait pour nous assurer notre survie, pour nous protéger. Donc, on essaye de ne pas trop culpabiliser par rapport à ça, au type de réactions qui peuvent paraître un peu bizarres, où on va se juger après coup. Mais voilà.
Et donc, normalement, ce qui devrait se passer, donc si on reprend l'exemple autant des mammouths, je vois le mammouth, on se combat ou au contraire, je prends la fuite. Et après, ben, je retrouve le calme et donc du coup, le danger est loin. Et je peux passer à nouveau du système nerveux sympathique, qui était vraiment le système de stress, je pars au combat, euh, vers le système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux, la partie, on va dire, qui elle est plutôt dans la détente, tranquille, sur le canapé, si on devait donner cette image-là. Et voilà, où à nouveau, bah, le système digestif va se remettre en route, le système reproducteur, etc. Et normalement, le système nerveux sait se réguler de lui-même et il est capable de passer très facilement d'un état à un autre. Et d'ailleurs, tout au long de la journée, nous, on passe d'un état à un autre. On n'est jamais. En fait, c'est pas bien non plus d'être que dans du parasympathique et c'est pas bien d'être que dans du sympathique. Et donc, normalement, on sait toujours faire le lien entre les deux. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand on a des situations de stress qui sont répétées, 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 donc c'est-à-dire qu'en fait, quand on s'inscrit comme ça dans du stress chronique, et ben au bout d'un moment, le système nerveux il devient un peu plus faiblard et c'est plus compliqué pour lui de faire face en fait à ces changements parce qu'en fait, ça arrive trop régulièrement et ça vient vraiment perturber les choses. Et donc effectivement, bah, malheureusement, c'est pas ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, et c'est bien dommage. C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, et je pense que vraiment c'est ce qui vous a fait vous inscrire, le quotidien, c'est n'est rien d'autre qu'un pic de stress, un enchaînement de pics de stress pour certains. Je parlais du tunnel du matin où bam, on se remet dans un stress à peine levé. Ça va peut-être un peu mieux le temps qu'on soit par exemple dans les transports, etc. Puis après, on va avoir une réunion stressante. Puis après, on va avoir un appel où on va recevoir un message qui va nous perturber, qui va nous chagriner. Et bam, c'est reparti pour un coup. Ensuite, eh ben, on va ressasser ce qui s'est dit dans cette réunion stressante où on va enfin, les émotions, les pensées vont s'activer et on va se remettre à visualiser des choses qui se sont passées à tel moment dans telle conversation. Et en fait, on n'en finit plus on devient complètement zinzin. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle là où le système d'alarme est en roue libre et on arrive à une espèce de chronicité du stress. Et donc ça, c'est le cas je n'ai pas de statistiques, mais je pense que énormément de personnes aujourd'hui sont dans des situations comme ça. Et donc, du coup, c'est le petit moment aussi prévention. Et puis, c'est ce qui va faire le lien. Vous allez voir pourquoi je parle aussi de fatigue. Pourquoi est-ce qu'on va parler aussi d'autres troubles physiques? C'est qu'en fait, quand on a avoir du stress temporairement pour certaines situations, c'est pas grave. Par exemple, moi, j'ai eu un petit pic d'adrénaline avant d'animer cet atelier parce que, bah voilà, c'est toujours un moment d'animation. Donc, il y a toujours un petit pic de stress, mais qui est positif. Donc ça, c'est pas le sujet et c'est pas grave. Mais c'est sûr que si on laisse faire petit à petit et qu'on se dit ah je verrai plus tard, etc. Eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que en fait les symptômes vont petit à petit se mettre en route. C'est-à-dire qu'en fait le stress va commencer à nuire à différents systèmes du corps. Et donc effectivement, une des premières choses, bah, ça va être la fatigue, où on va s'épuiser dans le combat, dans le fight. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment de mammouth en face de nous ou de bêtes féroces. Donc, on va dire que vraiment les situations de stress, bah, souvent ça va être dans la sphère relationnelle. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des discussions désagréables. Il y a quelque chose qui va pas nous revenir chez quelqu'un et donc du coup, ça va faire qu'on va extrapoler et que ça va être compliqué d'y faire face. Ça va être beaucoup autour de la santé, l'inquiétude par rapport à sa santé quand on dit je suis stressée par rapport à tel sujet de santé, etc. Ça va être dans la sphère familiale, ça va être dans la sphère professionnelle, ça va être dans tout ça en même temps. Parfois, il y a des personnes qui sont submergées sur le plan professionnel, personnel. Et donc, en fait, on va s'épuiser dans ce truc de combat, de toujours donner de sa personne. Et donc, on arrive dans une fatigue pardon, qui va devenir chronique. Donc, en fait, même si, je vous le disais tout à l'heure, la fatigue, elle peut avoir bien évidemment d'autres causes. Faut toujours, s'il y a vraiment une fatigue qui s'installe, c'est toujours bien d'aller faire aussi des prises de sang, des analyses pour voir un peu ce qui se passe, hein. Mais il n'empêche que dans beaucoup de cas, le stress peut permettre d'expliquer la fatigue, même si bien sûr il y a d'autres causes.
Ce qui va faire aussi que ça va vous nuire au bout d'un moment le stress, c'est que à force de libérer en fait, le cortisol est inflammatoire. Donc, ça va avoir un côté qui peut être intéressant à certains moments au début, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, à force de libérer comme ça toutes ces hormones de stress, vous allez avoir une inflammation qui devient chronique. Et donc, en fait, ça va jouer sur le niveau de l'immunité. Donc, notamment quand on tombe toujours malade l'hiver, quand on a le premier virus qui passe, c'est pour nous. Mais l'immunité qui dégringole, ça peut être aussi à terme, bah, bien sûr, l'immunité qui se rebelle contre nous, donc dans des cas de maladies auto-immunes, par exemple. Les inflammations, bah, évidemment, il y a les inflammations articulaires, musculaires, digestives. Donc c'est pareil, c'est pas bon d'avoir trop d'inflammation. Au niveau après psycho-émotionnel, il y a évidemment beaucoup de choses qui vont se passer quand on a trop de stress et que c'est pas traité. Donc on peut avoir de la déprime, voire dépression, des pensées noires, de l'irritabilité, des problèmes de concentration, de problématiques aussi d'estime de soi, de confiance en soi, des troubles du sommeil. Donc troubles du sommeil qui peuvent être liés à des causes purement hormonales, physiques, mais qui peuvent être très émotionnelles aussi. Enfin voilà, on peut avoir tout un tas de problématiques qui vont pouvoir s'enchaîner. Et notamment, on estimerait aujourd'hui que 80% pardon, des pathologies chroniques, donc chroniques, c'est-à-dire qui se répètent régulièrement ou qui sont cycliques, seraient liées au stress. Donc c'est quand même important je pense, prendre en charge ce stress et de voir à quel point le stress peut être le point de départ de déséquilibre en fait émotionnel, psycho-émotionnel, au niveau de l'inflammation, au niveau après troubles digestifs, au niveau de la fatigue, etc. Donc voilà, c'est important de quand même tout. Enfin, quand je vous disais tout à l'heure, pensons holistique, c'est vraiment de pas juste se dire, ok, j'ai tel symptôme, je vais traiter ce symptôme-là et puis basta, c'est terminé. C'est toujours bien de regarder aussi ben, tout ce qui gravite autour et de penser holistique, global. Alors, on a différentes phases du stress. Quand on va dire que on commence à être un peu dans une phase où il y a eu du stress plusieurs fois par jour ces dernières semaines, ces derniers mois. Encore une fois, avoir un petit pic de stress à un moment donné, c'est pas grave. Là où ça devient plus grave, c'est quand ça commence à s'installer. Et après, ça amènera du coup au protocole qu'on va faire. En vérité, moi, j'ai tendance à dire qu'il y a autant de phases de stress, il y a autant de stress que de personnes stressées. Mais il n'empêche qu'il faut bien, pour vous faire un atelier quand même qui tient la route, on va quand même scinder les choses. Donc en fait, on va les scinder notamment en deux cas particuliers, qui est la phase de résistance et la phase d'épuisement. La phase de résistance, c'est typiquement là où on a les effets positifs du stress, c'est-à-dire qu'on se sent galvanisé par l'énergie que ça nous donne, par le fait qu'on se sent les épaules de tout gérer. On va avoir plus de clarté mentale. Pour nous, ça va être très facile de prendre des décisions, par exemple. On va avoir besoin de moins de sommeil parce qu'on va avoir comme ça ces pics en fait de cortisol, d'adrénaline qui vont nous booster, qui vont nous donner de l'énergie. Donc en fait, c'est un peu le syndrome Wonder Woman. Après, si ce moment-là, cette phase-là continue dans le temps, eh bien, petit à petit, on va commencer à avoir des petits symptômes liés au stress. Donc, ah bah tiens, je me rends compte que je suis un peu plus fatiguée, que j'ai un peu plus de mal à m'endormir le soir. Ah, c'est vrai que je digère moins bien, par exemple. Donc, on va avoir comme ça un petit entre-deux, un petit truc de bon. Je note quand même il y aurait des choses à améliorer. Et donc, c'est cette phase d'entre-deux on va la prendre en charge en mode quand même phase de résistance. Et ensuite, si tout ça continue, donc c'est-à-dire qu'on continue à pousser, on continue à forcer, on continue à être dans un quotidien qui n'est pas forcément très respectueux de nos besoins physiologiques, et bien à terme, on va tomber dans une phase d'épuisement où les pics de stress, bah, du coup, se sont trop enchaînés. Et là, il y a trop de tout. Et donc, en fait, ça devient chronique. Donc là, on a vraiment une ribambelle de symptômes physiques, psycho-émotionnels que j'ai cités juste avant. Il y a vraiment une fatigue qui est présente, c'est-à-dire qu'on se traîne, hein. Quand on est en phase d'épuisement, c'est dur de tenir le coup et de se lever le matin. Et donc, à nouveau, bah, ça, c'est une phase quand même d'alerte hein, qui devrait nous faire nous dire, la cocotte ou petit coco, va falloir faire différemment.
Mais il y a des gens qui n'écoutent pas cette phase-là et donc malheureusement, bah, le stade ultime de tout ça, de trop de fatigue, trop de stress, trop d'émotions qui partent n'importe comment, un quotidien qui est trop rempli, bah, malheureusement, on peut tomber dans un burn-out. Alors, je vous rassure, on se fait pas un burn-out en 3 mois ni en 6 mois. Mais le burn-out existe vraiment et pour le coup, c'est vraiment une incapacité à mener à bien sa vie quotidienne. C'est-à-dire qu'en général, c'est des personnes qui partent pour un arrêt de travail d'au moins 6 mois, voire un an. Moi, les personnes que j'ai accompagnées ou dans mes proches, j'ai deux, trois personnes qui en ont fait. C'est vraiment, je crois que la plus longue, ça a même été jusqu'à un an et demi d'arrêt de travail. Donc, c'est encore une fois, c'est mieux si on agit avant. Donc ça, c'est différentes phases. On va dire que pour simplifier, on va parler de protocole pour la phase d'épuisement et pour la phase de résistance. Quand on est dans un entre-deux, on gardera le protocole de phase de résistance. Et quand on est en burn-out, on parlera quand même des plantes assez similaires avec la phase d'épuisement en général. On va rentrer dans un petit truc intéressant qui est la personnalisation. En fait, on va pas, enfin, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins de plantes, d'accompagnement, tout simplement parce que vous êtes unique, parce que au niveau corporel, au niveau physiologique, il se passe pas forcément les mêmes choses. Vous avez peut-être tous du stress lié à une relation, par exemple. Vous avez peut-être une relation interpersonnelle qui est compliquée en ce moment, qui génère beaucoup de d'émotions, beaucoup de contrariétés, voilà, beaucoup de choses comme ça qui sont pas évidentes à vivre. Mais pour autant, la manière dont ça va s'exprimer au niveau physiologique, au niveau émotionnel sera différente. Donc déjà, en fait, on prend pas les mêmes, on donne pas la même chose aux mêmes personnes. Et puis même en fonction des phases de stress où vous en êtes, on n'accompagne pas pareil une phase d'épuisement et une phase de résistance. Je vous donne rapidement l'exemple avec le cortisol, où donc le cortisol, c'est la principale hormone du stress. Et donc, vous voyez qu'en noir, sur la courbe, c'est donc le taux normal. Donc, c'est-à-dire que vous avez un pic le matin et puis ça redescend progressivement et puis c'est à nouveau ras les pâquerettes le soir parce que du coup, on va avoir les hormones du sommeil qui vont prendre le relais. Quand on est dans une phase de résistance, on a un pic de cortisol qui est plus élevé. C'est ce qui nous donne justement cette énergie, ce côté un peu galvanisant, le fait de se dire j'ai besoin de peu de sommeil, etc. Donc, on reste quand même dans une courbe qui suit plus ou moins la normale, mais qui est quand même au-dessus. Quand on va rentrer dans un début d'épuisement, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, le cortisol, c'est pas, vous savez, c'est pas le distributeur automatique qui est toujours là présent. Au bout d'un moment, ça finit par s'épuiser l'affaire. Donc du coup, cette phase-là et ce cortisol, au bout d'un moment, il s'épuise. Donc on voit que le matin, bah, en fait, on va déjà plus peiner à se lever. Ça va être plus compliqué. On va avoir un pic un peu faiblard un peu plus tard dans la matinée en général. Et on va redescendre à nouveau dans les choux. Et c'est ce qui fait qu'on se sent fatigué en fait. Quand on est dans une phase de burn-out, à l'inverse, là, pour le coup, il y a vraiment plus de jus. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez que le pic enfin, le taux de cortisol est beaucoup plus bas et vraiment dans les choux par rapport à un taux normal ou par rapport à une phase de résistance. Donc, vous voyez que ça vous permet de voir que quand même, il se passe pas les mêmes choses dans le corps et donc, du coup, on va pas donner les mêmes plantes à une personne qui est en burn-out versus une personne qui a un pic de cortisol jusqu'au ciel. Donc voilà, c'était juste pour illustrer ça. Alors, je vais vous partager vraiment avec toute transparence comment moi j'accompagne. Et puis, donc c'est toujours dans cette idée, on pense holistique, donc en fait, on va avoir différentes pistes d'action. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. En fait, le cœur du problème en lien avec le stress, c'est ce réflexe, en fait, cette réaction qui part du cerveau, qui va jusqu'aux glandes surrénales et qui sécrète des hormones de stress. La catégorie de plantes qui nous aide à faire ça, qui aide à réguler un petit peu cette cascade-là, c'est les plantes adaptogènes. Donc les plantes adaptogènes, comme leur nom l'indique, c'est des plantes qui vont nous aider à nous adapter aux différents stress qu'on va vivre, qu'on va expérimenter. Également, ce qui va être assez intéressant, c'est d'avoir une action de reminéralisation. Tout simplement parce que en fait, certains actifs qui vont nous apporter beaucoup de minéraux vont permettre d'assurer une bonne conduction
nerveuse. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que les messages électriques soient bien correctement transmis. Ce qui va être intéressant aussi, c'est du coup, bien sûr, de vous apaiser sur la partie très symptomatique. Donc, par exemple, j'ai des brûlures d'estomac et des troubles digestifs après les repas parce que je suis stressée. Ben, en fait, ça fera partie de cette catégorie plantes symptomatiques selon les symptômes. Ou j'ai des problèmes de sommeil, ben, quelle plante je vais pouvoir du sommeil prendre. Et également, bah, ça c'est forcément ma couleur de conseillère en fleurs de bac. Les émotions, c'est hyper important de vous apaiser aussi par rapport à la sphère émotionnelle, par rapport aux contrariétés, par rapport aux difficultés. On sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que parfois, bah, on galère en fait, hein. Parfois, c'est pas évident de prendre du recul et de se sortir d'une situation qui est compliquée, qui est conflictuelle, qui est stressante, etc. Donc en fait, on va réguler ça aussi. Et c'est tout à fait possible et ça va très bien se combiner avec le reste. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais on va pouvoir aussi, ben, dans ces côtés hygiène de vie, vie quotidienne, on va pouvoir mettre des choses en place, bien sûr. Alors, en phase de résistance, on a dit qu'on était à fond les ballons en mode Wonder Woman ou je pensais Spider-Man. Enfin bref, on est en mode super-héros. Donc ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup d'excitabilité, il y a beaucoup d'énergie. Donc en fait, on va plutôt choisir des plantes adaptogènes qui vont calmer, qui vont apaiser. On va pas mettre du feu sur le feu, si vous voyez ce que je veux dire. En minéralisation, donc le magnésium est très bien. Surtout que quand on est très stressé, on carbure, on consomme beaucoup de magnésium, donc ça va être bien d'en prendre. Sinon, en phyto, il y a une plante, l'ortie. L'ortie est géniale pour la minéralisation. Dans les plantes symptomatiques, ben, on fera en fonction des symptômes que vous avez, mais globalement, on va plutôt chercher des plantes qui vont calmer. Pareil, au niveau des fleurs de bac et huiles essentielles, on va plutôt sélectionner des choses qui vont apporter un peu, qui vont aider la personne à se dire, OK, prends conscience quand même de là où tu en es et d'avoir des temps de repos, d'avoir des temps off. Donc ça va être très plante. Et puis après, dans la partie vie quotidienne, on va peut-être, à l'inverse, proposer à une personne qui est très speed, très dans beaucoup de stress, qui lui donne beaucoup d'énergie, favoriser des sports intenses avec du cardio, donc de la course à pied, de la boxe, de la natation, des choses comme ça. Parce qu'en fait, comme on dit, on préfère toujours que la personne, elle s'épuise un peu dans le sport plutôt qu'elle s'épuise psychiquement le soir en train de penser à toutes ces choses qu'elle a à faire et à, vous savez, d'avoir le petit vélo qui tourne en boucle et quand on est hyper speed et hyper excité à 22 heures le soir. Donc, aller faire un peu d'intensité peut aider. À l'inverse, en phase d'épuisement, c'est pas le moment d'aller courir un marathon, comme je le dis souvent. Donc, on va plutôt aller vers des sports doux, vers des choses qui font du bien. Au niveau des plantes, eh ben c'est pareil. En fait, au niveau épuisement, on est très fatigué. C'est vraiment des gens qui vous disent, je suis HS, j'en peux plus, je me traîne, j'ai pas d'énergie, des choses comme ça. Donc, en fait, on va vraiment aider la personne à retrouver en vitalité et en vigueur avec des stimulantes. La minéralisation, ça sera vraisemblablement pareil. On parlera de l'avoine tout à l'heure. Et pareil, en symptomatique, on va peut-être chercher des plantes qui vont un peu booster la personne. Alors, je vous ai prévu deux exemples de protocoles. La première, donc, c'est pour une phase de résistance. Donc, c'est pas à 100% des cas, des vrais cas clients que j'ai eus, mais c'est inspiré de cas que j'ai déjà eus. Je me suis dit, je garde une forme d'anonymat et puis je vais faire un peu à ma sauce. Mais disons qu'il y a une part de vrai dans les témoignages, enfin, dans ces cas de figure-là que j'ai déjà accompagnés. Donc Laurence, elle a 42 ans, elle a tendance à se dire elle-même stressée pour tout et pour rien. Elle s'inquiète beaucoup pour ses enfants, pour ses proches. Elle a beaucoup, enfin elle a un peu, pardon, d'hypothyroïdie. Et elle a des nuits très hachées avec beaucoup de micro-réveils qui sont quand même très nombreux. Une super plante adaptogène qui va l'aider à calmer un peu les choses au niveau du stress, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha, en son nom latin, c'est Witania somnifera. Donc, c'est la plante qui aide comme si elle était un somnifère. Donc, qui va vraiment aider à retrouver un sommeil de meilleure qualité, notamment s'il y a de l'agitation, s'il y a de l'anxiété, des mauvais rêves. Enfin, voilà. Si Laurence, elle s'inquiète le soir pour ses enfants,
elle imagine le pire pour ses enfants avant de se coucher. C'est une plante qui va apaiser, qui va aider à calmer. Et donc, du coup, comme c'est une plante adaptogène, ça va aider à réguler le stress et ça va jouer justement sur cette cascade hypothalamus, hypophyse, glande surrénale. Donc, ce qui peut être bien, vu qu'elle a des problèmes de sommeil, c'est de prendre matin et soir, mais d'augmenter les doses le soir parce que le gros problème, c'est ces micro-réveils. Et il faut régler ces micro-réveils. Donc, c'est pour ça que volontairement, on en prendra plus le soir. Mais si Laurence n'avait pas eu des problèmes de sommeil, on aurait pu faire 60 gouttes le matin, 30 gouttes le soir, ou voilà, on aurait pu faire différemment. En minéralisation, un autre actif qui va être très intéressant, là, plutôt que l'ortie, c'est le magnésium, parce que le magnésium, ça aide à résister au stress le matin. C'est-à-dire qu'en fait, quand on le prend le matin, ça va nous donner, ça va nous aider, en fait, ça va participer à ce qu'on résiste mieux au stress de la journée. Et le soir, ça favorise une meilleure détente, ça invite aussi, ça peut aider sur le sommeil. Donc c'est pour ça que une gélule le matin et une le soir, c'est bien parce que ça va l'aider à stresser pour tout et pour rien la journée, et le soir, ça va aider pour le sommeil. Mais néanmoins, si on se rendait compte que faut vraiment jouer sur la partie nuit, on pourrait faire par contre les deux gélules le soir. C'est pas contre-indiqué non plus. Vous voyez, comme ça, on peut un peu varier. En symptomatique, alors on en aurait plusieurs. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais c'est pas un protocole exhaustif. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas non plus toutes les plantes et tous les actifs, donc j'ai choisi volontairement le lotier parce que je l'aime bien et je trouve qu'il fonctionne bien, mais on aurait pu aller sur autre chose. On aurait pu prendre d'autres plantes du sommeil. Le lotier, en fait, ça va vraiment aider sur l'agitation nerveuse au moment de l'endormissement et ça va limiter les réveils nocturnes. Donc, ça peut être bien, vu qu'elle a des problèmes de micro-réveil, ça peut être bien de prendre, alors éventuellement 1 heure avant le coucher, si elle a galère aussi à s'endormir. Sinon, au moment du coucher, quand il y a des problèmes nocturnes, c'est mieux de prendre vraiment au moment du coucher. Voilà, on prend ces petites gouttes et puis hop, on va au lit. Et au niveau émotionnel, bah, les fleurs de bac vont vraiment aider aussi à réguler les choses en profondeur. Quand on s'inquiète pour ses proches, pour les gens qu'on aime, qui comptent pour nous, la grande fleur de bac qu'il va falloir prendre, c'est Red Chestnut. C'est le marronnier rouge. C'est vraiment le cliché de la maman qui se fait du souci pour ses enfants. Donc, Laurence, c'est une Red Chestnut en puissance là. Donc, normalement, avec Red Chestnut et l'ashwagandha et le lotier, déjà, le stress, l'inquiétude pour la famille et ce qui fait que probablement elle a des problèmes de sommeil, ça devrait aider. Au bout de déjà 1 mois et demi, 2 mois, ça devrait aller un peu mieux. Et Mimulus, c'est la fleur des peurs qui sont connues. Quand on a comme ça une tendance, il y a un fond peut-être d'inquiétude, d'anxiété dans ce témoignage qu'elle raconte. Donc Mimulus, c'est dès qu'il y a une peur ou une inquiétude courante de la vie de tous les jours qui est identifiée, elle va être bien aussi pour réguler ce terrain un peu anxieux. Et puis, bien sûr, on pourra se faire plaisir avec des belles olfactions, donc venir sentir des huiles essentielles apaisantes, anxiolytiques. Là, j'ai pas trop le temps parce qu'en plus, je vois que je suis en train de largement dépasser le planning. Mais voilà, on pourrait se faire plaisir avec des huiles essentielles dont elle aime bien l'odeur. Donc, les contre-indications, faut quand même faire attention. Donc, je rentre pas trop dans les détails là, mais il y en a quand même. L'ashwagandha, on fait attention. C'est vrai que je l'ai pas reprécisé, mais c'est contre-indiqué en cas d'hyperthyroïdie parce que c'est une plante qui va booster un peu la thyroïde. Donc là, comme Laurence, elle nous dit qu'elle a un peu d'hypothyroïdie, ça va l'aider, ça va faire d'une pierre deux coups. Par contre, bah, si la thyroïde fonctionne déjà trop fortement, c'est une plante on va éviter, de même si on a trop de fer. Bon, évidemment, femme enceinte et allaitante. Et si vous prenez certains antidépresseurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les contre-indications. On va passer à la phase d'épuisement, donc un autre témoignage plus ou moins pareil, repris de ce qu'on m'a déjà dit. Donc on a Stéphanie qui est en ménopause, qui a 53 ans, qui a un travail qui est prenant, stressant, mais qui ne l'épanouit plus. Elle se demande ce qu'elle fout là, et à force de gérer le quotidien plus une quête de sens, elle a fini par s'épuiser. Son corps est HS, elle a de nombreux troubles digestifs et elle est à fleur de peau. Il y a beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions difficiles, c'est compliqué. Stéphanie va pas très bien. Enfin, on peut pas dire qu'elle soit au top de sa forme en ce moment. Donc une plante adaptogène qui peut aider, notamment par rapport au travail qui est très prenant, c'est l'éleutérocoque.
On dit que c'est la plante des sportifs et des grands travailleurs. Donc, ça peut être une très bonne plante des étudiants, par exemple des étudiants en médecine qui passent leurs nuits à réviser, qui ont une charge très intense de travail, avec il faut être concentré, il faut retenir beaucoup de choses. L'éleutérocoque peut aider ces personnes-là. De même que les personnes qui ont beaucoup, beaucoup de choses à gérer au quotidien, qui sont très pris. Voilà. Et puis le Létorocoque, c'est un petit peu la plante aussi adaptogène des personnes un peu, vous savez, de la petite fille parfaite, quoi, qui a envie que tout soit bien, tout soit parfait, qui va être très en mode faut y aller à fond, pas de repos, etc. Donc, je pense que pour Stéphanie, ça peut l'aider. Et une petite pause boisson. En minéralisation, donc, c'est pas idiot de penser, par exemple, au magnésium à nouveau. Pourquoi pas, ça pourrait aller avec. Mais là, il y a quand même une plante qui va faire énormément de bien à Stéphanie, c'est l'avoine. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit qu'elle est capable de rebâtir la solidité et la résilience du système nerveux. Elle va apporter en tonus, en vitalité. Et surtout, en fait, elle est super pour les personnes qui se sentent complètement débordées émotionnellement, qui sont à fleur de peau, en fait, qui n'arrivent plus à avoir la mainmise émotionnelle sur le quotidien, qui sont affectées par tout ce qui se passe. Et en fait, qui se disent, là, j'arrive plus à affronter la situation. Et il y a un petit peu de ça dans ce qu'elle dit. Et notamment l'avoine, en fait, ce qui est bien, c'est... Alors, les hommes pourraient la prendre aussi, mais c'est vrai que c'est une plante quand même à tonalité un peu plus féminine, qui va aider sur les changements hormonaux et notamment liés à la ménopause. Donc, si vous êtes en ménopause, que vous avez beaucoup de fatigue et une forte sensibilité, une tendance à être très à fleur de peau, l'avoine fait d'une pierre deux coups, donc elle est très bien pour ça. Et là, on pourra carrément y aller à raison d'une cuillère à café. C'est beaucoup de gouttes, mais une cuillère à café 3 fois par jour. Parce que quand on est dans cet état-là, faut vous relever quand même. Enfin, avec les plantes, faut participer à vous aider, à vous permettre de vous relever. Donc, on pourra aller sur des dosages assez forts. Stéphanie a des troubles digestifs. Donc, une plante qui va pouvoir aider, c'est la mélisse. La mélisse, je vous parlais tout à l'heure de cet axe intestin-cerveau avec le microbiote intestinal. C'est vrai que c'est une plante qui va rééquilibrer cet axe-là. Et alors, elle n'est pas non plus antidépressive ni anxiolytique, mais c'est quand même c'est quand même une plante qui a ce côté un peu de retrouver en joie de vivre, de bonne humeur, vous savez, qui va redonner un peu de gaieté. Donc, pareil, ça va pas faire de mal par rapport à la situation émotionnelle que traverse Stéphanie. Et puis, en fait, c'est très bien pour les douleurs digestives, pour les difficultés à digérer, quand on a des spasmes, etc. Donc, on peut le prendre sous différentes formes, en hydrolat, en infusion, en teinture. C'est un peu comme vous avez envie. Et au niveau émotionnel, il y a une plante, il y a une fleur de bac phare pour Stéphanie, c'est Wild Oats. Wild Oats, c'est la folle avoine. Dans la nature, je sais pas si vous voyez donc la tige de l'avoine et qui part un peu comme ça dans tous les sens, au gré du vent, en fonction des humeurs, de ce qui se présente, des informations, etc. Et c'est donc une tige qui va quand même assez haut. Et donc symboliquement, il y a cette idée en fait de se dire, ben pareil, je suis un peu perdue dans ma vie, j'ai du mal à être connectée à mon intuition et je vais vaciller un peu à droite, un peu à gauche, mais finalement j'ai du mal à prendre des décisions et je suis un peu perdue. Donc c'est une grande fleur pour les personnes qui sont en quête de sens, qui ont du mal, en fait, qui ont du mal à être connectées à leur intuition, à leur petite voix intérieure et qui du coup ne savent plus où elles en sont et qui ont vraiment besoin d'aide. Donc, c'est une grande fleur des reconversions, des personnes qui sont perdues. Et donc, en fait, là, il n'y a plus d'épanouissement au travail. Elle se demande ce qu'elle fout là. Donc, il y a une forme ouais, il y a une vraie quête de sens. Et souvent, d'ailleurs, je vois beaucoup de personnes qui ont des problématiques de stress chronique et qui sont épuisées. Non pas parce que leur situation de vie est stressante, mais tout simplement parce qu'en fait, elles sont à côté de ce qu'elles devraient faire, en fait, parce qu'il y a une quête de sens et parce elles sont pas au bon endroit, entre guillemets. Et en fait, du coup, c'est très difficile de sortir de ça, surtout quand ça fait 25 ans qu'on travaille, par exemple, et qu'on avait un chemin tout tracé. Donc ça, c'est pas évident. Et là, pour le coup, les fleurs de bac, comme certaines comme Wild Oat, vont aider. Et Oak, c'est vraiment une fleur de la fatigue. Des fatigues, en fait, par loyauté, quand on porte beaucoup sur les épaules,
quand en fait on a beaucoup donné et que là on commence à vraiment s'épuiser. Et donc là, on suppose que Stéphanie, c'est une personne qui a donné beaucoup de sa personne au travail et qui, c'est une des raisons qui fait qu'elle est épuisée. Voilà, on pourra aussi prendre donc des huiles essentielles qui pour le coup vont un peu agir au niveau du cortisol, des glandes surrénales. On pourrait avoir le Ravinsara et l'épinette noire qu'on pourrait mettre sur les glandes surrénales le matin et le soir, tout simplement pour permettre de rééquilibrer. Alors, il faudrait quand même faire attention et ne faites pas de l'automédication là-dessus. Il faudrait vérifier que vous soyez vraiment très à plat. Mais quand on est vraiment à plat, le matin, ça va permettre au cortisol de retrouver un petit pic. Et le soir, ça va permettre aussi d'apaiser, de calmer. Ça va permettre en fait de retrouver un rythme circadien et un rythme du cortisol qui soit un peu plus, qui ressemble un peu à ce qui devrait être normalement. Et pourquoi pas de venir sentir aussi des huiles essentielles un petit peu plus spirituelles. Quand on est comme ça dans des quêtes de sens, quand on sait plus trop où on en est, et ce qui fait quand ça crée tous ces désagréments, en fait, c'est pas idiot de penser un petit peu holistique et voire spirituel. Voilà. Si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est pas une obligation, on peut faire sans, mais voilà. Donc les contre-indications, je vous les donne, elles sont écrites, de toute façon, vous les retrouverez dans le replay. Voilà, c'est plus pour votre information. Alors, on va passer au pilier numéro 3. Le pilier numéro 3, du coup, c'est les émotions. On a déjà parlé un peu émotionnel avec les fleurs de bac, mais de voir comment est-ce qu'on va pouvoir changer de perspective. C'est important de reprendre d'où ça vient les émotions. Les émotions en général partent toujours d'une pensée. La pensée va créer l'émotion qui va créer le comportement. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le cerveau, il est fait pour penser danger, pour vous protéger, et il a un spectre comme ça, ce qu'on appellerait nous négatif, qui est fait pour vous permettre d'identifier toutes les possibilités ou de choses qui se passeraient mal. Et donc, par exemple, on estime qu'on a environ 60 000 pensées par jour, qu'il y a 80% d'entre elles, jusqu'à 80%, qui sont négatives. Et ça, c'est un biais, c'est ce qu'on appelle le biais de la négativité. C'est un biais cognitif qu'on a qui est fait comme ça. Donc, votre cerveau, il est directement fait pour être pensé en mode attention, s'il y a un danger, je dois pouvoir te protéger. Et 95% des pensées qu'on a eues sont les mêmes que la veille. Donc, ça vaudrait le coup de voir comment est-ce qu'on peut arriver à penser de manière un peu plus optimiste et comment est-ce qu'on peut réguler ce qui se passe là-dedans. Parce que ça a quand même un sacré impact sur le stress et sur notre qualité de vie au quotidien. Notamment parce qu'effectivement, on sait aujourd'hui que les émotions font partie des facteurs de risque dans certaines maladies chroniques et certains cancers, malheureusement. Donc, c'est quand même très important de faire du nettoyage là-dedans. Alors, les émotions, pour vous en dire deux, trois mots, donc ça prend naissance dans le cerveau limbique, au niveau à nouveau de cette fameuse amygdale. Ça va impacter notre système nerveux et les fonctions des organes liés. Donc, c'est pour ça, par exemple, que quand vous avez une émotion de surprise, par exemple, ou un truc comme ça qui vous fait sursauter, bah, vous allez avoir le rythme cardiaque qui va être un peu plus élevé, par exemple. Ça va pouvoir agir sur la digestion quand on dit j'ai le ventre noué, la gorge serrée, voilà. Donc, n'empêche que ça joue quand même si c'est émotionnel, ça va jouer sur le corps physique aussi. Et quand elles sont trop fréquentes et qu'elles sont trop négatives, au sens qu'elles créent trop de stress pour l'organisme, ben ça peut devenir aussi, ça peut vous desservir tout simplement. Donc c'est important ceci étant dit, de revenir à ce que c'est les émotions en fait. Au départ, c'est pareil, c'est quelque chose de très neutre. C'est un messager, une émotion. Ça vient vous apporter une information, notamment que en général, il y a des besoins qui n'ont pas été respectés, ou parce qu'il y a une part de vous qui va avoir besoin de s'exprimer. Donc ça, c'est important de le savoir et de se dire, OK, comment est-ce que je peux retrouver du coup en douceur par rapport à ça et comment est-ce que je peux changer de perspective par rapport à ma vie émotionnelle qui n'est pas là pour m'embêter, mais qui est là pour tout simplement me permettre de survivre et m'indiquer qu'il y a certaines infos à l'intérieur de moi qui auraient peut-être besoin d'être vues et entendues. Notamment aussi, ce qui est intéressant quand même, c'est que les perceptions qu'on va avoir du stress, la manière dont on va se sentir stressé, va dépendre d'une personne à une autre. Ça va dépendre beaucoup de l'état physique, émotionnel, psychique.
Mais voilà, il y a vraiment cette idée qu'il y a autant de stress que de personnes stressées et il y a autant d'émotions que de personnes stressées. Donc, c'est important aussi d'aller vers de la personnalisation et de se dire, OK, qu'est-ce que moi je ressens? Et quand je me sens stressée, en fait, c'est quoi les dangers que j'identifie? Donc, je vais vous donner deux exemples pour aller un peu plus loin avec les fleurs de bac. Il se peut que parfois il y ait du stress qui soit associé à un trop-plein. En fait, il y a trop de charge mentale, il y a trop de choses à gérer, en fait, ce qui fait qu'au bout d'un moment, votre cerveau, il explose et qu'on finit par procrastiner, on ne sait plus par où commencer et on peut se dire, j'y arriverai jamais, on peut perdre confiance en soi. Vous voyez, ce mécanisme-là, j'accumule trop, il y a trop à gérer. Et au bout d'un moment, ça finit par exploser. Je me retrouve là, je sais plus par où commencer. Eh bien, si vous êtes là-dessus, une fleur de bac intéressante, c'est Helm, c'est l'orme, qui va aider à reprioriser, à prendre de la hauteur et à retrouver confiance en ses capacités. Et pareil, ce qui peut être intéressant, en fait, c'est quoi le messager là-dedans, dans ce que vous vivez, si vous vivez ça. Ben peut-être, j'en sais rien, moi j'ai pas la réponse, mais ça peut être intéressant d'exploiter, de se poser la question aussi et de se dire, oh, est-ce que c'est que j'en fais trop? Est-ce que c'est que là j'ai trop donné et du coup en fait j'ai trop accepté de choses et par exemple j'ai eu du mal à dire non, j'ai eu du mal à m'imposer. Donc là par exemple ça serait la fleur centauri, la petite centaurée qui est une toute petite fleur qui pousse sur les chemins et du coup que tout le monde écrase en passant. Est-ce que ça vient de là? Ça serait intéressant à investiguer. Autre exemple, je me mets trop de pression, par exemple, dans mon rôle de mère et de femme. Je veille à ce que tout le monde aille bien, car dans le fond, j'ai peur qu'un jour on m'abandonne. Faut pas croire que le stress et les burn-out sont seulement professionnels. D'ailleurs, il y a malheureusement beaucoup de burn-out maternels, enfin, on va dire liés à la maternité ou à la paternité. Et vous voyez, c'est intéressant parce que sans faire de la psychologie de comptoir et sans faire des analyses poussées plus que ça, ce qui est intéressant à voir, c'est que ben parfois le côté je me mets beaucoup de pression. Donc par exemple, je vous renvoie à la partie sur la vie quotidienne quand on parlait je m'impose d'eux. Parfois, on va s'imposer beaucoup de choses dans la vie quotidienne, dans le foyer, dans la manière dont on éduque ses enfants, dans la manière dont on va tenir son foyer. Non pas parce que ça nous fait plaisir à nous et parce que c'est important pour nous, mais parce que si on creuse un peu trop, bah peut-être qu'au fond, on a peur d'être abandonné, donc on fait tout ce qu'on peut pour être parfaite en fait. Donc, par exemple, si c'est le cas, il pourrait y avoir une fleur intéressante qui s'appelle la chicorée, qui est vraiment dans ce que viens de vous raconter. Donc, c'est cette idée de je passe de relations de dépendance affective et de choses où je vais attendre en retour, je vais faire quelque chose, mais je vais attendre en retour de l'amour, à je vais vers des relations d'amour véritable. Je fais confiance en l'amour de l'autre, je fais confiance dans le fait que l'autre va m'aimer, même si je suis pas parfaite et que le repas, par exemple, n'est pas prêt à 19h30. Et je fais confiance en mon propre amour, en ma propre capacité à moi m'aimer pour m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Donc voilà, c'est intéressant de regarder un petit peu les messages qu'il y a derrière parce que derrière nos comportements, ils se racontent toujours des choses et ils se racontent souvent des choses très intéressantes. C'est un sujet passionnant, pareil, je pourrais en faire, peut-être qu'un jour j'en ferai un programme d'accompagnement d'ailleurs, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir ça. Et justement, que ce soit le club Retour au calme ou dans des accompagnements individuels, en général, il y a toujours la face, vous savez, c'est la face immergée de l'iceberg qu'on peut voir, où il se passe des choses. Et puis, ça va être visible, donc ça va se manifester par des troubles digestifs, de la fatigue, de problèmes de sommeil. Et quand on investigue un peu, quand on commence à rentrer dans le détail, on voit qu'en fait, il se passe plein d'autres choses et qu'il y a des fois des choses très profondes qui vont générer ces stress, type peur de l'abandon, du rejet, l'injustice, enfin voilà, tout ça. Je vais pas vous refaire je sais pas si vous connaissez le livre de Lise Bourbeau là sur les 5 blessures de l'âme, mais ça peut aller sur des choses plus profondes et c'est important d'en prendre soin. Donc au niveau des blocages émotionnels, l'idée c'est déjà de remettre, pour vous aider là dès aujourd'hui, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je peux remettre les choses telles qu'elles sont? C'est-à-dire que ce sont des informations qui sont neutres. C'est censé m'apporter une info sur moi dont j'ai besoin à un instant T. C'est également de reprendre conscience que le discours intérieur va être par défaut négatif. Donc, on ne s'affole pas quand on a des pensées nulles, quand on a des pensées de peur, quand on a des pensées hyper négatives. On s'inquiète pas, tout va bien, c'est normal.
Ça veut pas dire qu'il faut pas en prendre soin et qu'il faut le rejeter, mais juste remettre un peu de la perspective par rapport à ça. Et ça va le fait de comprendre ça, ça va vous aider naturellement à prendre du recul. Et puis effectivement, bah, une fois qu'on a fait ça, bah, parfois ça va être nécessaire de prendre soin un peu plus, donc de se faire accompagner, que ce soit une psychothérapie, que ce soit fleur de bac, que ce soit... il existe plein de choses aujourd'hui, l'EFT, enfin il y a plein de choses super qui se font pour aider au niveau émotionnel. Donc après, l'important c'est de trouver la personne et la technique qui vous plaira, et qui vous parlera et qui vous aidera vraiment. Mais voilà, on va falloir parfois un petit peu investiguer tous ces blocages qui font que le cerveau identifie un danger et donc va créer une réaction de stress. Parce qu'en fait, on en revient toujours à là. Et on passe au pilier numéro 4. Alors, ça va être l'aspect mindset, l'aspect, on va dire, quelle vision j'ai sur les différentes situations que je vis, sur les différentes contrariétés. Alors, il y a déjà deux bonnes nouvelles que je voulais vous donner. La première, c'est que, on l'a vu, le stress, c'est une réaction intérieure par rapport à un danger qui est identifié à l'extérieur. Donc, c'est une super nouvelle. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on ne peut pas changer l'extérieur. Donc, par exemple, aujourd'hui, si ce qui vous stresse, c'est une relation conflictuelle avec votre chef au travail, par exemple, vous essayez de demander, je sais pas moi, une rupture conventionnelle depuis des mois et ils veulent pas, ou alors ils disent oui, mais on sait pas, et en fait, ça crée du stress, vous savez pas trop. Et du coup, ça crée du stress pour le futur parce que vous savez pas trop si financièrement vous allez pouvoir toucher le chômage et bénéficier du coup de ce type de rupture-là de contrat. Donc, par exemple, bah, ça fait qu'au bout d'un moment, vous cogitez, etc. Bon, par rapport à cette situation, par exemple, c'est sûr qu'on ne peut pas changer l'extérieur. On ne peut pas changer la décision qui sera prise par votre entreprise. On ne peut pas changer la relation conflictuelle avec votre chef, quoique. On ne peut pas changer comment sont les autres à l'extérieur. Par contre, eh ben, moi, je peux changer la manière dont je vais percevoir ces différents dangers. Je vais pouvoir changer la manière dont je perçois cette relation conflictuelle. Je vais pouvoir changer la manière et dézoomer par rapport à cette attente que j'ai, la gestion de l'attente et la gestion du fait de ne pas savoir, en fait. Et je m'en remets à plus grand, en fait. Comment est-ce que je peux m'en remettre à plus grand pour m'aider face à l'impuissance que je ressens en ce moment? Ça, je vais pouvoir avoir une action dessus. Je vais pouvoir changer la manière dont je perçois, du coup, ce qui se passe professionnellement en ce moment pour moi. Donc ça, c'est une super nouvelle et ça veut dire que vous pouvez vraiment redevenir actrice et acteur de votre santé, de votre stress. Et le fait, honnêtement, je vous assure que si vous avez compris ça, que le stress est extérieur, on peut pas contrôler l'extérieur, mais on peut contrôler, enfin, on peut changer la manière dont on se perçoit à l'intérieur. Quand on a compris ça, on a compris 50% des problèmes de stress et des problèmes de contrariété, des problématiques qu'on rencontre dans la vie en général. Voilà. Et également, ce qui est intéressant en bonne nouvelle, et ça va vous motiver à changer de perspective, c'est qu'il y a plusieurs études scientifiques qui ont été démontrées, enfin qui ont démontré, pardon, que le fait d'adopter une vision optimiste du stress ne créez pas toutes les réactions physiologiques néfastes que le stress génère habituellement et que je vous ai citées tout à l'heure. Donc au niveau problématique, par exemple cardiovasculaire, des problématiques de peau, d'immunité, etc. En fait, c'est hyper intéressant et c'est des études où on a mis donc il y avait des groupes de personnes, on les a exposés à différents stress, mais on leur a pas raconté la même chose autour du stress. En gros, il y a une équipe à qui on a dit des choses positives autour du stress, du style, ah, tu sens que tes pupilles se dilatent, tu sens que ton cœur bat plus vite. C'est positif, c'est pour t'aider à faire face à la situation actuelle, c'est fait pour t'aider. Mais après, t'inquiète pas, tu vas retrouver l'homéostasie, tu vas repartir à la normale au niveau du système nerveux parasympathique et tout va bien se passer. Et bien ces personnes-là, quand elles avaient une vision optimiste du stress, on a démontré que elles ne déclenchaient pas toutes les réactions physiologiques néfastes. Versus les personnes qui se disent que le stress c'est horrible, que c'est l'ennemi à tuer, à abattre et qu'il faut tout à tout prix s'en débarrasser, ben ça ne crée pas les mêmes réactions. Donc c'est intéressant et ça, vous voyez, c'est vraiment très état d'esprit, mindset.
Également, ce qui va vous aider, donc je rentre pas dans les détails là aujourd'hui, mais c'est pareil des équipes de chercheurs qui ont mis en place en fait l'idée qu'il y aurait quatre causes profondes. Pardon. Parce qu'à force de parler, ça me donne soif et ça me mérite un peu la gorge. D'ailleurs, j'ai toujours un petit peu une petite toux d'irritation là depuis les 2 dernières semaines où j'ai été malade. Donc je m'excuse pour ça. Donc je disais, des chercheurs ont montré que effectivement il existait quatre causes profondes qui déterminaient l'intensité du stress et qui disaient en fait pour chaque situation de stress, si on l'analyse, il y a forcément soit une problématique de faible contrôle sur la situation, ce qui fait que ça va générer du stress, soit une imprévisibilité, soit une nouveauté, soit l'ego qui est menacé. Et en fait, du coup, je vous inviterai à faire le test. Par exemple, vous pouvez noter, pareil, sur un petit carnet, OK, toutes les situations qui me stressent en ce moment, et de regarder, est-ce que c'est parce que j'ai peu de contrôle sur la situation, oui ou non? Est-ce que c'est parce que j'ai du mal à savoir ce qui va se passer, j'ai du mal à prévoir, et ça me stresse parce que c'est de l'inconnu? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que je suis par exemple face à une situation que je n'ai jamais expérimentée ou face à un tout nouvel environnement, bah, du coup, qui est stressant? Et est-ce que ça menace mon ego? Alors, l'ego, on pourrait en parler pendant longtemps, mais disons que l'ego, on va définir ça par une sensation où en fait on se sent un peu menacé intérieurement parce que soit on va douter de nos capacités, soit parce qu'on va un peu nous juger, soit parce que, vous savez, on va se sentir un peu mal dans la gestion du quotidien par rapport à des émotions, par rapport à des pensées, on va se dire, ou des choses, j'ai raison versus j'ai tort, voilà, des trucs comme ça. Et donc, en fait, ça a été démontré que, bah, par exemple, si une situation était juste nouvelle, mais n'était pas imprévisible, ne menaçait pas notre ego, et on avait la sensation d'avoir quand même du contrôle dessus, en fait, on va avoir un petit stress. Par contre, si on est face à une situation où on n'a pas de contrôle, qui est imprévisible, qui est nouvelle et qui menace notre ego, là, il est certain que le stress va encore plus grandir. Donc ça, c'est intéressant. Je rentre pas plus dans les détails, mais si vous avez envie d'investiguer. Et c'est quelque chose, notamment bah, pour les personnes qui auront envie de rejoindre le club Retour au calme, dont je vous parlerai juste après. C'est vraiment un point sur lequel on s'appesantit beaucoup plus et on va beaucoup plus dans le détail de tout ça parce que c'est très intéressant et ça permet de vraiment dézoomer sur les problématiques de stress qu'on rencontre. Néanmoins, le mot ciné, moi j'aimais bien, je trouve que c'est un super acronyme qui invite à se dire est-ce qu'on ne profiterait pas de cette idée de ciné pour voir le stress comme un film. C'est-à-dire en fait et pour voilà prendre du recul par rapport à nos situations de vie et imaginer que ce qu'on vit, donc aujourd'hui ce qui vous pose problème, ce qui est source de contrariété, d'angoisse, de stress, de fatigue, de je me sens pas bien, de ça va pas du tout, est-ce qu'on pourrait arriver à le projeter comme si on était au cinéma, le projeter sur un écran et qu'on regardait le film et peut-être qu'on va se rendre compte que dans ce film, ben certes, il y a des moments difficiles, il y a des moments qui font peur ou qui vont être source d'injustice, d'abandon, de colère, de voilà, de choses pas très agréables. Mais peut-être que dans ce film, malgré tout, il y a aussi des moments de joie. Il y a des moments qui me font me sentir plus léger, qui apportent de la tendresse. Où il y a encore, bah, malgré tout, cette situation, quand je la regarde comme ça, comme si c'était un film, je me rends compte qu'en fait, elle est peut-être très idéale pour moi en ce moment parce qu'elle va m'aider à passer à l'étape suivante ou parce qu'elle va m'aider à comprendre quelque chose sur ma vie. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi de peut-être prendre les choses de ce côté-là et de se dire, OK, à chaque fois, j'ai le choix de voir la vie sous différents angles et de voir ma problématique. Donc peut-être que je vais avoir l'angle où je suis collée au carreau, où je découvre pour la première fois ce qui est en train de se passer et du coup, je réagis très intensément. Mais peut-être notamment pour des situations de stress qui durent dans le temps ou des situations voilà qui vous chagrinent depuis longtemps, bah est-ce que je peux pas changer de vision comme un caméraman? Est-ce que je peux pas décider que aujourd'hui la suite sera différente, que jusqu'à présent j'ai toujours réagi de cette manière-là dès que j'étais confrontée à ce stress. À partir d'aujourd'hui, je me prends en main, peu importe la manière, pour peut-être changer la perspective et décider de la suite et que la suite sera différente. Peut-être aussi que ça peut être l'angle du projectionniste qui a vu 50 fois ce film et qui au bout d'un moment en a marre
et se dit, OK, là, j'ai besoin de trouver une vraie solution. Et j'ai vraiment, et ça va vous dynamiser, ça va vous impulser vers autre chose. Voilà pour le côté ciné. Et également, c'est important en termes de stress et de contrariété. Donc là, c'est pareil, c'est difficile d'en parler juste en 2 minutes, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais juste pour en dire quelques mots, j'aime bien cette image-là c'était dans un bouquin, quelqu'un qui racontait l'idée que on avait toujours le choix en fait. On a toujours deux choix quant à la manière dont on va réagir à ce qui nous arrive. Soit on va le prendre au premier degré, on va vraiment se mettre en colère, stresser et vraiment être très impacté et voilà. Et donc c'est cette image de, par exemple, vous arrivez au supermarché, vous voyez une superbe place qui est à côté de l'entrée et qui est parfaite pour vous. Donc vous vous dirigez vite pour aller prendre cette place et vous vous rendez compte que, bah, en fait, il y a une autre voiture qui vient de se garer et qui vous a piqué la super place que vous aviez vue. Vous avez deux choix à ce moment-là. Soit effectivement, vous allez vous agacer, vous allez vous irriter, vous énerver, vous dire que les gens ne respectent rien, etc. C'est possible de réagir comme ça et il y a des fois où ça sera légitime et il y a des fois où ça sera très bien de réagir comme ça. Il y a des fois où vous n'allez pas pouvoir vous en empêcher, ça sera plus fort que vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aurez même pas eu le temps de penser à la situation que déjà vous allez avoir l'agacement. Vous voyez? Et c'est pas grave en fait. Mais c'est de se dire, OK, jusqu'à présent, j'ai fonctionné comme ça. Probablement que les fois suivantes où on me piquera une place de parking, je continuerai à réagir comme ça. Mais c'est juste se mettre cette intention et se mettre dans la tête le fait qu'il y a une autre manière de voir les choses et essayer de le prendre avec plus de légèreté. Et une manière de le prendre avec plus de légèreté, c'est de se dire, OK, imagine si en fait ce qui venait de se passer, c'était à la place d'une voiture, c'était une vache qui venait de se garer là et qui est en plein milieu de la place. C'est tellement improbable bah, que je vais en rire en fait. Et que je vais me dire, bah, en fait, il n'y a pas de stress, c'est pas grave, je vais trouver une autre place et ça ira aussi. Donc, vous voyez, en fait, c'est la manière de comment est-ce que on peut changer de perspective par rapport à ce qui nous arrive en fait. Et ça, c'est vraiment possible de le faire. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et donc, on va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu. Parce que c'est sûr que l'idée, du coup, je vous ai présenté 4 piliers. Là, on vient de voir le pilier état d'esprit, mindset. Comment est-ce qu'on peut changer la manière dont on perçoit ce qu'on ressent, ce qu'on vit, les expériences de vie difficiles. Comment est-ce qu'on peut arriver à se détacher de ça, à adopter un autre point de vue. C'est pas le plus évident, mais avec du temps, beaucoup d'amour et de la patience, c'est possible. On a vu l'aspect émotionnel, on a vu l'aspect physique, physiologique, et on a vu l'aspect plutôt de la vie quotidienne, où là, c'est vraiment une hygiène de vie, comment est-ce qu'on peut améliorer son hygiène de vie quotidienne. Donc l'idéal, dans une prise en charge globale du stress, on a bien compris que c'était pensée holistique. J'espère que vous allez repartir de cette séance en ayant ça en tête. On prend en charge le stress de manière globale. On s'attache pas juste à un symptôme, mais à la globalité. Et donc, effectivement, l'idée, c'est d'arriver à mettre ça en place petit à petit, à son rythme, sans stress, pour le coup, de manière, voilà, holistique. Et de le faire petit à petit en apprenant à prendre du recul sur les situations de stress qui contrarient, qui angoissent, qui fait qu'on se sent mal. Donc c'est sûr que sur le papier, ça peut paraître simple et on peut se dire, hop, je me prends un petit peu d'ashwagandha et je lis deux, trois trucs de blagues avant d'aller faire les courses. Comme ça, si quelqu'un me pique la place, je le prendrai avec le rire. Mais c'est sûr que parfois dans la vie, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce qu'en fait, il n'empêche que aujourd'hui, ben, vous êtes probablement encore, et ça va pas s'arrêter demain, dans un rythme de vie très intense, avec beaucoup de charge mentale, avec beaucoup de responsabilités, avec des contraintes. Et c'est pas toujours facile voilà, de jongler avec tout ça. Et c'est encore moins facile quand on est face à des situations qui ont de l'emprise sur nous. Les situations qui ont de l'emprise sur nous, ça veut dire elles ont une action émotionnelle sur nous et que vraiment elles nous déstabilisent. Et c'est sûr que parfois, je vous ai raconté l'histoire, par exemple, de la rupture conventionnelle avec son chef qui prend du temps, etc. Il y a certaines personnes qui vont le vivre qui vont être stressées, mais entre guillemets, ça va pas menacer grand-chose à l'intérieur d'elles. La partie égo menacée sera pas trop touchée et ça ira. Il y a des personnes, ça va être un drame pour elles parce qu'en fait, cette situation, elle va venir réveiller, par exemple, une sensation d'injustice profonde.
Et voilà, encore une fois, je suis face à de l'injustice. On m'a dit que oui, on allait me signer ma rupture conventionnelle et en fait pas, ou en fait ils me font poireauter. Moi, ça me fait me ressentir une injustice profonde après tout ce que j'ai fait pour cette entreprise, après tout ce que j'ai développé pour eux, par exemple. Et vous voyez que là, c'est une situation, en fait, on est collé au carreau, elle a de l'emprise sur nous, et en fait, on n'arrive pas à se détacher, et il y a énormément d'émotionnel qui est lié. Donc, c'est sûr que bah, par rapport aux situations, et ça, ben, c'est au cas par cas, hein, on ne peut pas faire de généralité, et ben, ça va être plus ou moins simple de se dépatouiller de tout ça. Et donc, c'est justement pour ça que j'ai créé, en l'occurrence, le club Retour au calme, qui est un accompagnement d'aide à la régulation du stress. Donc, je vais vous le présenter là. Donc, effectivement, je réouvre les portes de cet accompagnement. Donc, si ça vous intéresse, ben, on pourra en discuter. Là, je vais prendre le temps de vous le présenter. Voilà, si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci non plus, hein. Mais en tout cas, c'est cette idée de se dire, en fait, je reprends ce que je vous ai dit ce soir, c'est une base toute petite de cet accompagnement-là. Parce que le Club Retour au Calme, donc c'est un programme de 2 mois qui reprend les mêmes piliers qu'on a vus ce soir, mais de manière bien évidemment beaucoup plus soutenue, personnalisée et en allant bah, dans beaucoup plus de détails forcément. Parce que là, en 2 heures, on peut pas tout dire non plus. Donc, c'est hyper important de s'intéresser et de s'occuper des symptômes physiologiques du stress, on l'a bien compris, notamment parce que aussi, tout simplement, vous rapportez de la légèreté, hein. L'émotionnel aussi, des fois, ira mieux quand on souffrira moins physiquement. Donc, c'est important de prendre en compte tout ça, de voir dans quelle phase de stress vous êtes. Donc, c'est concrètement ça, hein, dans quelle phase de stress vous êtes, c'est quoi les symptômes que vous avez et quelles plantes, du coup, on peut associer à ça. La partie organisation, gestion de la charge mentale. Donc là, je vous ai proposé une autre vision vers l'abondance du temps avec un petit exercice, mais dans le programme, on va beaucoup plus loin. On détricote un petit peu plus à quoi ressemble votre vie quotidienne pour tout simplement que moi, je puisse vous aider à, hop, sans changer votre vie quotidienne, hein, sans enlever quoi que ce soit, mais de voir comment est-ce qu'on peut optimiser des choses et comment est-ce que dans votre vie quotidienne, il est possible d'avoir des moments de bulle de bien-être, en fait. Des bulles, vous savez, un peu comme l'oreille, ou des bulles où voilà, vous allez avoir un temps pour vous qui est qualitatif et qui va être ressourçant. Blocage psycho-émotionnel, bon bah ça c'est en séance individuelle et enfin, surtout avec les fleurs de bac parce que vous avez vu que des fois sous un stress sous-jacent, il peut y avoir des choses beaucoup plus profondes qui sont cachées, enfin cachées, dont on peut avoir conscience, mais bon, où on peut se dire je me sens pas de régler ça toute seule et c'est normal. C'est pour ça que les thérapeutes existent. Donc cette branche psycho-émotionnelle est très importante. Et enfin la partie état d'esprit. Bon, la partie d'état d'esprit sera plus facile à voir aussi quand on aura pris ces petites plantes et quand on aura déjà agi sur les 3 premiers piliers. C'est sûr que quand on se sent mieux physiquement, émotionnellement, qu'on a un quotidien, qu'on a réussi à alléger un petit peu, ben c'est plus facile de dézoomer sur les situations de stress. Alors, dans 2 mois, du coup, parce que c'est un programme qui dure 2 mois, je vais pas vous faire miroiter mon émerveil non plus. Je ne prétends pas du tout que c'est un programme où d'un coup tous vos problèmes vont disparaître. C'est pas le cas. Mais par contre, la manière dont vous allez percevoir ce qui vous arrive, en fait, aura forcément évolué. L'idée aussi, c'est de venir s'alléger au niveau de la santé physique, des symptômes du stress. Notamment, là, je parle du journal de suivi du stress. En fait, quand vous vous inscrivez, pendant 15 jours, je vous fais compléter donc c'est une grille, c'est un tableau. Il y a le tableau des symptômes physiques et le tableau des symptômes psycho-émotionnels. Et en fait, tout simplement, vous avez de J1 à J14 et vous cochez quand vous avez un symptôme énoncé et associé. Et donc, en fait, je vous demande, avant la première séance individuelle, de compléter ça pendant au moins une semaine, dans l'idéal. Et comme ça, en fait, on objective ce qui se passe, on objective les symptômes, et c'est ce qui permet du coup de choisir les bons remèdes les plus adaptés, donc les meilleures plantes enfin, minéralisantes, les meilleures plantes adaptogènes. Et ça permet aussi d'objectiver par où on démarre, enfin, où est-ce que vous en êtes au début de l'accompagnement et où est-ce que vous en êtes à la fin, puisqu'à la fin, je vous fais remplir ce journal de suivi pour voir en fait où on en est et pour voir à quel point bah, cet accompagnement vous a aidé. Et donc, en tout cas, sur la première session, là, ça sera du coup la deuxième que j'ouvre.
Dans la première, le journal de suivi s'est nettement allégé, hein. Au départ, il y avait des croix partout quasiment. Et en fait, après, enfin, il y avait quasiment plus rien en fait. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut en attendre. Au niveau de la vie émotionnelle, ben, l'idée, c'est de venir apaiser là, les grosses émotions qui sont en surface, qui sont un petit peu dures en ce moment, de venir un peu voilà, alléger, faire redescendre la bascule d'un cran, et de vous donner le max d'outils pour tout simplement mieux appréhender et arriver à prendre du recul, dézoomer sur ce qui vous fait souffrir. Parce qu'en fait, quand une situation nous fait souffrir émotionnellement, c'est qu'en fait, donc là, c'est la situation, ça c'est nous, et on est collé au carreau. Et en fait, au plus on y pense, au plus on est confronté, on se tape à chaque fois contre le carreau. Et c'est voir comment est-ce que, grâce à certains outils et prise de conscience, on peut prendre du recul et dézoomer. Euh, Également, la vision que vous avez du stress, probablement qu'aujourd'hui vous avez une vision négative de ce que c'est le stress. J'ai essayé là, dans cette présentation de vous dire que si, c'était quand même positif, qu'il y avait quand même beaucoup à garder. Mais voilà, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut changer sa perspective par rapport au stress. Parce que notamment, changer la vision qu'on en a permet de limiter les symptômes physiques néfastes que le stress engendre. Et voilà, c'est vraiment cette idée de vous donner des repères concrets, des outils pour vous aider à faire face à n'importe quelle situation de stress, que ça soit un petit stress ou que ça soit un grand, grand stress. Voilà, et l'idée, c'est bien sûr de vous redonner un peu d'énergie. Il y avait quand même le grand mot de fatigue ce soir, donc voilà, c'est voir comment est-ce qu'on peut vous rebooster un petit coup. L'idée, c'est de sortir du mode pression constante. En fait, pour moi, arriver à réguler son stress, c'est pas ne plus du tout ressentir de stress ou c'est pas ne plus avoir une vie stressante et vivre tel un Bouddha. C'est pas du tout ça. Pour moi, à savoir réguler son stress et sortir de ce mode, je suis toujours sous pression constante, c'est toujours un enfer sur Terre. C'est d'être capable de vivre, d'expérimenter une journée stressante et intense et une journée qui peut être difficile tout en ayant dans la journée des moments de détente et de calme. Et tout en terminant la journée en sachant se réguler et en sachant retrouver le calme. C'est pour ça que j'ai appelé cet accompagnement Retour au calme. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment cette idée-là. Moi j'ai envie que, et c'est d'ailleurs ça a été le cas, je pense, enfin des retours que j'en ai eu de la première session, c'est vraiment la promesse clé, si je peux dire, de cet accompagnement, c'est bien sûr que je vais quand même avoir des contraintes, bien sûr que j'aurai toujours des problèmes et bien sûr que j'aurai toujours du stress parce que c'est une réaction qui est autonome, qui est là pour nous protéger. Donc on n'a pas envie de plus avoir de stress, on n'a pas envie que le stress disparaisse de nos vies. Par contre, on n'a plus envie que ça vienne nous embêter comme ça vient nous embêter aujourd'hui. Et en fait, comment est-ce qu'on fait ça? Bah, tout simplement, je suis capable de m'auto-réguler, je suis capable de réguler mon système nerveux, de prendre mes petites plantes si vraiment c'est nécessaire, de faire le nettoyage émotionnel nécessaire. Et hop, même si je suis face à des défis, bah, j'arrive à avoir du calme, j'arrive à avoir des moments de tranquillité, au moins pendant la journée. Je dis pas toute la journée à 100%, mais plusieurs fois dans la journée, c'est tout à fait possible et envisageable en 2 mois. Conscientiser aussi ce qui est source de stress. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la méthode ciné, mais ça va un peu plus loin que ça en fait. C'est que quand on sait nos zones, nos cordes sensibles, quand on sait que par exemple, ben, je vous reprends l'exemple de Chicory, moi je me mets beaucoup la pression dans ma vie familiale, je veux que tout soit parfait, mais parce qu'en fait derrière j'ai une peur profonde de l'abandon. Bah, quand on a conscience de ça, bah, c'est super parce qu'en fait, ça veut pas dire que ça va partir d'un coup. Bien sûr que une blessure d'abandon, on la règle pas en 2 mois, mais le fait de l'avoir conscientisé, déjà, ça va apaiser, ça va faire du bien. On va avoir avancé d'un niveau. Et en fait, le fait de le savoir, ça va nous aider à mieux prendre en charge son stress, mieux comprendre ce qui se passe et mieux faire face en fait aux situations. Et du coup, ben, quand on devient un peu plus acteur, actrice de tout ça et quand on conscientise les choses, ben, en fait, on n'est plus plombé pendant des semaines. On va peut-être avoir un petit pic de stress quand un tel va nous faire une remarque qui va venir nous toucher profondément. Ça va peut-être nous plomber pendant, allez, 1 heure, mais ça va plus nous plomber pendant des semaines et des semaines. C'est ça qu'on cherche à travers cet accompagnement aussi. Et bien sûr, bah, je pense que vous l'avez un peu compris à travers cette présentation, c'est de vous aider à mieux vous connaître et de redevenir acteur, actrice de votre santé,
je pense que c'est vraiment mon leitmotiv parce que voilà, moi j'ai vraiment cette idée à cœur, enfin, et envie et à cœur de vous transmettre des outils, des tips qui fonctionnent et notamment des plantes médicinales qui vont vous aider. Et quand vous savez que par exemple, bah, j'en sais rien, moi, l'éleutérocoque, c'est une super plante pour vous, elle est très adaptée à ce que vous vivez en ce moment. Bon, en fait, vous savez comment l'utiliser et c'est bon, vous êtes acteur de votre santé, c'est-à-dire que si dans 6 mois vous avez besoin de vous refaire une petite cure, vous me ferez un petit message évidemment pour être sûr, mais vous pourriez l'apprendre. Vous voyez, et c'est ça en fait, c'est comment est-ce que je peux redevenir acteur de mon stress et de ce qui se passe. Et en me connaissant mieux, en connaissant mieux mon fonctionnement intérieur, en connaissant mes cordes sensibles, donc en connaissant par exemple les fleurs de bac qui vont me faire du bien, par exemple chicory, mais ça peut être d'autres en fonction de votre situation personnelle. Et voilà. Donc ça, c'est un petit peu le but, c'est l'après, enfin le pendant et après accompagnement. Donc concrètement, pour vous donner un peu plus d'infos, c'est à la fois de l'individuel et du collectif. Bah, tout simplement, l'individuel en fait va de soi parce que en fait, comme je vous l'ai dit, on ne donne pas les mêmes choses aux mêmes personnes. Donc je vais pas vous dire ah bah tiens prends ce protocole-là, c'est bon pour tout le monde. Non, moi je veux vous entendre, je veux savoir ce qui se passe pour vous, je veux savoir quels sont vos symptômes, je veux savoir ce qui se passe dans votre tête pour tout simplement pouvoir vous aider au mieux et vous orienter au mieux vers les meilleures plantes. Donc, on personnalise, donc c'est pour ça qu'il y a de l'individuel. Mais c'est aussi au-delà de ça pour que vous ayez un vrai temps d'écoute. Je me rends compte qu'on est dans une société où malheureusement, le fait d'être à l'écoute euh, est rare et le fait de se sentir écouté est rare aussi. Et donc, en fait, c'est important d'avoir vraiment des temps, ou des espaces où vous allez pouvoir vous exprimer en toute liberté. Vous allez pouvoir dire des choses aussi en toute intimité, sans que les autres du groupe entendent, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas forcément envie de partager avec tout le monde. Et ça, je l'entends tout à fait. Et donc, c'est important de se sentir écouté aussi dans ce qu'on vit. Donc, pour cette raison, il y a de l'individuel et de la personnalisation. Mais le stress est quand même une problématique très commune qui concerne beaucoup de monde. Et c'est important, je pense, d'avoir aussi du collectif. Déjà, bah, ça permet de plus se sentir seul et un peu comme un couillon face à ces problématiques de stress. Mais surtout, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les groupes ne se forment jamais par hasard. Et donc, d'avoir des échos entre vous, des différentes histoires. L'histoire de quelqu'un peut résonner avec votre propre histoire et peut permettre des prises de conscience. Et ça, je l'ai remarqué dès que j'ai participé en tant que participante ou que moi j'ai animé en tant qu'animatrice des groupes, c'est assez intéressant. Donc voilà pourquoi il y a du collectif. Et c'est également une plateforme où vous allez avoir des outils, des méditations, des exercices, des choses comme ça qui vous sont proposées en ligne. Je vous ai mis quelques petits avis du coup de la première session des filles. Voilà, donc je vous laisserai lire si ça vous intéresse. C'est sur la page de vente aussi, donc je vais pas forcément plus loin. Pareil, si vous avez envie d'avoir les contacts des personnes qui ont participé, alors je leur ai pas demandé leur accord, mais si ça vous intéresse, je peux aussi les contacter et si vous voulez leur poser des questions sur ce que c'est concrètement et à quel point ça les a aidés, je n'y vois absolument pas d'inconvénient. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous aimeriez avoir aussi leur témoignage à elles. Donc, du coup, on est sur 2 séances individuelles. Il y a une séance par mois avec, du coup, des conseils personnalisés en fleurs de bac. Vous allez avoir vos petits flacons personnalisés de fleurs de bac et des plantes médicinales. Il y a 4 ateliers collectifs pour aller encore plus loin sur chaque point de la méthode. Et bien sûr, des exercices qui vous seront proposés à pratiquer pendant et entre les séances, tout simplement pour ancrer les choses et pour laisser aussi maturer tout ce qui se sera dit pendant les séances. Parce que c'est des séances assez denses. Alors, c'est un programme qui coûte 450 euros, donc qui comprend l'accès au club Retour au Calme, qui contient un atelier bonus qu'on fera 6 semaines après la fin, donc 6 semaines après les 2 mois, pour voir un peu comment vous allez, pour voir s'il y a besoin de réajuster les choses, etc. Et je vous envoie un petit kit de produits naturels anti-stress par la poste que vous recevez du coup à la maison. Donc il y en a plusieurs et vous allez voir, c'est des choses. Il y a des huiles essentielles, des produits de fleurs de bac et de phytothérapie que je personnalise. C'est moi qui les fais. Enfin,
c'est pas moi qui les produis, mais c'est moi qui confectionne ce petit kit. Tout simplement bah, pour vous remercier déjà de votre inscription et puis aussi pour vous aider à aller voir un petit peu, à explorer par vous-même aussi certains remèdes. Voilà pour ce programme. Vous avez la possibilité de payer en pardon, une ou plusieurs fois. Si jamais le paiement là, des 3 fois 150 euros vous paraît un peu élevé par rapport à vos finances, je suis tout à fait apte et OK à faire des paiements plus échelonnés en 5 fois par exemple. Donc si c'est le cas, vous pourrez me faire un petit mail aussi, n'hésitez pas. Voilà. Donc, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, que ça soit sur la présentation, sur ce qu'on a vu, sur les plantes, ou sur le programme. Et puis sinon, eh ben, on va pouvoir se quitter là. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et pour votre présence. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite, de toute façon, soit dans le programme, soit sur les réseaux sociaux, par mail ou je ne sais où. Voilà, et puis je vais vous souhaiter une belle soirée. Prenez bien soin de votre stress, de vos émotions. C'est important pour la santé. Et je vous embrasse bien fort.